Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Radio H2O, siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, leréveildesfans.com. La saga Star Wars se poursuivra au grand écran le 18 décembre 2015 avec l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Pour cette occasion, les sites de la communauté francophone de Star Wars se rassemblent pour vous offrir le réveil des fans. There has been an awakening. Have you felt it? Réveillez le fan de Star Wars qui dort en vous. Créez un événement ou rejoignez une projection organisée dans votre ville ou région. Ne manquez pas cette occasion historique et vivez la première du réveil de la Force aux côtés de milliers d'autres fans comme vous. Chewie, we're home. Visitez leréveildesfans.com pour participer et suivez le Réveil des fans sur Facebook et Twitter pour rester à l'affût des activités organisées près de chez vous. We would be honored if you would join us. A long time ago, in a galaxy far, far away. There has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. Chewie, we're home. Alors bonjour et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette deuxième édition spéciale littérature, enregistrée donc le mercredi 9 décembre. Et oui, nous n'avons pas encore passé la barre du 16 décembre et nous sommes toujours dans l'attente. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre épisode spécial en fait à une partie comics qui va principalement reprendre l'ensemble des comics qui ont été publiés, en tout cas les trois premiers chez Panini Comics, et puis aux annonces qu'on avait déjà évoquées dans le Star Wars 114 de Pocket sur l'alité VF qui devrait sortir. En tout cas pour 2016 chez Pocket. Il y a également les trois romans PKJ, mais que nous commenterons dans un Star Wars Lité numéro 3. Je suis Thomas et pour m'accompagner aujourd'hui, il y a Henri. Salut tout le monde. Et oui, plus qu'une semaine avant le réveil de la Force. J-7, J-6 presque. Alors à le moment où l'épisode sortira, peut-être que ce sera Cadux qu'on dira. Mais voilà. C'est con parce que cette nuit, j'ai justement rêvé que c'était déjà le jour même. Mais bon, ça fait du mal. Le réveil fait du mal. Mais tu sais Henri, on a fait un Star Wars Rebels hier et on disait justement avec Loïc et Céline que en fait le fait de voir toutes les affiches là maintenant, tu sais la promo vraiment qui est sur les écrans de pub, on a vraiment l'impression ça me donne une impression surréaliste un petit peu de. Ouais. T'as l'impression d'être dans un rêve. Moi ça m'était arrivé des fois de faire des rêves où tu te dis ouais il y a un nouveau film et tout, puis en fait tu dis bah non c'est pas possible, c'est vrai. Et là t'as un peu cette impression irréelle que bah ça y est on y est, et c'est assez étrange quand même. Enfin je sais pas toi mais. Bah, le problème c'est que j'ai pas tellement là ce matin j'étais un peu dans le 5e, j'ai pas vu d'affiche. Et c'est vrai que pour aller au boulot je prends une seule ligne sur quelques stations et j'ai pas non plus d'affiche. Donc c'est vrai que moi la promo pour l'instant dans les transports en commun je l'ai pas tellement vue. Donc d'accord. Donc c'est vrai que ça, pour l'instant, ce côté-là m'échappe un peu. Je pense que je vais laisser verser ma petite larme quand je verrai le déroulant dans une semaine. Ouais, je pense que ça va faire quelque chose. Bah oui, je pense que là, quand tu verras ça pour la première fois. Ouais. J'ai ma place. Tu nous feras un petit WhatsApp là depuis l'édition Gamers que t'as fait? Que oui, récemment on a fait donc avec Sylvain et moi-même, on a fait donc une petite émission, la première émission Gamers, donc sur laquelle on s'est consacré un petit peu à Star Wars Battlefront, qui est sorti récemment sur PS4, PC et Xbox One. Donc on en parle un petit peu, on détaille un petit peu tous les modes différents qui se trouvent dans le jeu, et un peu nos impressions diverses et variées. D'accord. Et sinon, tu as fait des petites geekeries Star Wars depuis?
Alors Geek Star Wars c'est le même nom, j'achète toujours, on va en parler plus tard, mais là c'est vrai que j'achète toujours les comics individuels de chez Marvel. Sinon effectivement, j'ai pas tellement acheté d'autres produits Star Wars, parce que c'est un petit peu plus calme donc en ce moment, donc j'ai effectivement quelques romans à acheter un petit peu en retard, dont le roman Battlefront et les trois dont tu veux parler la prochaine fois, donc qui sont sortis chez Pikagy, mais je vais sûrement me les procurer là d'ici les prochaines semaines en VO également. Mais sinon, c'est vrai que mon argent est plutôt parti dans des gros coffrets collector, dont celui de la... Bon, c'est pas le sujet, c'est pas l'émission, mais je me suis offert le Blu-ray intégral de X-Files. D'accord. Eh bien, me concernant, moi, du coup, on a enregistré la Star Wars Rebels numéro 5 hier, donc avec Céline et puis Loïc, et puis on a critiqué les 7 premiers épisodes. On était plutôt contents, donc je vous invite également à l'écouter, cette émission. Donc, en ce qui concerne la politique spoiler, je vous informe donc, puisqu'on avait eu un petit un petit débat à savoir est-ce qu'on était spoilers ou pas sur nos critiques. Alors du coup, on avait la majorité qui préférait sans spoilers, puis on avait beaucoup de gens qui disaient oui, c'était bien d'avoir du spoilers. Donc ce qu'on va faire, parce que c'est un petit peu délicat de faire 2 émissions différentes, je pense qu'on manquera de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de développer au maximum sans non plus donner des éléments en fait trop, sans donner la fin en fait, on va dire en gros. Par exemple, éviter de dire voilà telle personne va mourir ou comment vraiment l'histoire va se finir. Par contre, on peut se permettre de donner des éléments un petit peu spoilants quand même pour pas non plus que ce soit juste une preview trop mince, on va dire. Donc ouais, tout ça c'est assez subjectif. Voilà, mais c'est la meilleure solution de parler un peu plus généralement. Voilà. Essayer de pas se brider sur ce qu'on va dire, mais non plus ne pas gâcher la lecture non plus à celui qui la lira, mais donner quand même des pistes qui mènent à débat. Voilà, comme l'exemple de Saina Solo, bon, là on va peut-être se permettre d'en parler puisque c'est quand même quelque chose d'assez important, donc on pourra en parler. Par contre voilà, essayer de ne pas surtout dire la fin quoi. Donc voilà pour la politique. J'en profite rapidement pour remercier nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Solonet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Le Réveil des fans et Radio H2O. Et nous pouvons donc passer en rubrique hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors pour commencer, eh bien, nous allons critiquer les premiers comics en fait qui sont sortis de l'univers canon chez Panini Comics. Alors on a un petit peu de retard effectivement puisqu'ils sont sortis là maintenant il y a plus de 2 mois. Le premier TPB en fait Star Wars intitulé Star Wars qui reprend donc les numéros 1 à 6 de Star Wars chez Marvel et donc qui sont scénarisés par Jason Aaron et John Cassaday au dessin. On va donner rapidement l'idée centrale de ce thème. En fait, dans ce thème, on va suivre les personnages principaux, donc le Big Three accompagné de Chewbacca et puis donc des 2 droïdes qui, du point de vue donc de la rébellion, qui du coup combattent l'Empire. Et donc ça se passe chronologiquement, du coup puisque tout a été effacé de l'ancienne UE, on le rappelle. N'hésitez pas à regarder le Star Wars Lité numéro 1 dans lequel on parlait de l'UE Légende qui n'existe plus officiellement. Même si on pioche un peu dedans. Dans cet épisode, en fait, dans cette série, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on peut imaginer que ça pourra après, chronologiquement, s'étaler sur bien d'autres époques, on commence tout simplement, donc, juste après l'épisode 4, donc, l'Empire se reconstruit et ils attendent, en fait, sur une planète qui s'appelle Cymoon 1, c'est une lune de la planète Cymoon. Ils attendent un transport Hutt, en fait, l'Empire, parce que, justement, ils doivent négocier, par rapport à des problèmes d'acheminement, puisque donc du coup comme ils produisent beaucoup d'armements, ils ont besoin en fait d'avoir des matériaux en fait pour leurs usines de production et ils attendent en fait un émissaire Hutt, on pourrait dire. Et en l'occurrence, le transport arrive, sauf qu'en fait c'est Han Solo, donc qui est escorté par des gardes Hutt, c'est-à-dire les costumes qu'avait Lando Calrissian dans le Retour du Jedi, quand il était chez Jabba, et de R2D2, pardon. Et donc sauf que du coup ça peut, au début ça me faisait un petit peu bizarre parce qu'on se dit bon Han Solo ils le connaissent mais non en fait à l'époque il est pas encore vraiment connu, affiché je pense.
Je sais pas ce que t'en penses, Henri. Ah bah oui, ça reste un contrebandier, donc c'est vrai qu'il était dans son Faucon Millenium, même quand il a sauvé la peau de Luke à la fin d'un Nouvel Espoir, et personne ne connaissait à part le fait qu'il soit un contrebandier recherché, mais après son visage, je sais même pas s'il était très très connu, à part de Jabba le Hutt et de certains chasseurs de primes. Puis il a bien le look, voilà, d'un mec qui bosserait chez Jabba. D'ailleurs, il bossait pour Jabba fut un temps. Et puis donc du coup pendant ce temps on a Chewbacca donc qui pose le faucon sur la lune, hein, donc en périphérie de l'usine pour pas qu'on le voit arriver, et il laisse dedans donc un héros pas des moindres, C3PO pour garder le faucon, pendant que du coup Chewie lui se met en mode sniper dans une usine en face pour surveiller au cas où ça parte en vrille. Et donc du coup Han Solo est censé rencontrer un négociateur, sauf que le négociateur c'est Dark Vador. Donc du coup, quand ils s'aperçoivent de ça, Chewbacca les prévient, et puis donc Leia lui demande du coup de tuer Vador. C'est vrai que ça pourrait être le truc assez simple qui permettrait d'en découdre assez rapidement. D'ailleurs, à ce sujet, c'est que justement, c'est ce dont je parlais un peu dans notre précédente émission, c'est que, comme je disais, il y avait certaines choses que ce nouveau canon avait amélioré par rapport à l'univers légende, et cette façon de voir Leia qui tout de suite, en voyant Vador, elle veut l'assassiner, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu avant. Et t'en penses quoi? Tu trouves ça bien ou pas? Ah bah oui, ça change un peu le personnage. C'est sûr que, d'un autre côté, je trouve que c'est une plus logique. Dès qu'ils rencontrent Vador, ils ont qu'une envie, même si ça peut s'apparenter à un meurtre de sang-froid, c'est quand même Dark Vador, il est responsable pour des milliers de morts, donc d'un autre côté, c'est un peu l'effet, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un voyait Hitler de nos jours. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Peut-être que t'hésiterais moins. Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas vraiment vu, et c'est vrai que sur le moment, on peut se dire, pour Leia, c'est sûr qu'elle se souvient tout de suite de ce qui s'est passé quand il était là, quand Alderaan a explosé et tout ça, donc c'est vrai que les émotions s'emparent d'elle, et elle agit tout de suite en disant, tant pis, quitte à nous sacrifier et tout ça, le plus important c'est de se débarrasser de Dark Vador. Donc du coup on se doute forcément que ça va pas marcher, ouais. Puisque du coup il est derrière. C'est un petit peu comme finalement ça m'a fait penser du coup un peu aussi à Jessica Jones, où tu sais donc la nouvelle série Netflix, où tu te dis effectivement Kilgrave, si l'homme pourpre, hein, s'ils avaient pu le tuer depuis le début, ça aurait été quand même beaucoup plus simple. J'ai pas tout vu, donc attention. T'as pas tout vu. Bon, tu te doutes qu'ils l'ont pas tué dès le début, quoi. Ouais, non, ça je sais. Donc du coup, sauf que du coup, bien évidemment, ça merdouille. Et il y a un truc qui est assez cool, c'est Vador qui fait s'écrouler la tour où il y a Chewbacca. Je sais pas si tu te rappelles. Vaguement, oui. Ouais, ça montre du coup la puissance de Vador. Hein. Donc là, et donc bien évidemment, donc ils se prennent une taupée phénoménale, et donc du coup ils se disent bon les gars, c'est bon, Cassos, on a foiré, donc ils veulent se barrer. Et en s'échappant, donc ils trouvent un groupe d'esclaves en fait. Qui étaient emprisonnés par l'Empire, hein. Et donc du coup voilà, ils veulent quand même essayer de les sauver quand même, donc ce qui paraît logique. Alors un truc que j'ai bien apprécié, c'est que du coup dans ces esclaves, on retrouve des races très trilogiques, hein. Il y a des Togruta aussi d'ailleurs. Il y a des Togruta, il doit y avoir des Twi'lek, peut-être des Itoriens, des Zabrak je crois. Donc un peu des deux trilogies, donc des races assez classiques, hein. Donc ça c'est plutôt bien, hein, de montrer qu'il y a des aliens. Donc moi je sais que c'est un truc qui me plaît assez. Et donc du coup ils doivent s'échapper, donc on se dit qu'ils sont super mal barrés. Et moi j'ai trouvé l'excellente trouvaille en fait qu'ils ont pour réussir à s'échapper, c'est qu'ils volent un AT-AT, quoi. C'était énorme quand même. Donc ça c'était vraiment la méga trouvaille, donc parce que voilà c'est complètement what the fuck, quoi. Enfin voilà, c'est vrai, hein, et c'est des trucs qu'on n'avait pas vu jusqu'avant, et finalement comme tu dis, pourquoi ils y ont pas pensé plus tôt? Et vraiment ça fait que ça pète un peu dans tous les bouts. Donc là on a forcément ils arrivent plus ou moins à reprendre le dessus, et donc même Vador se bat plus ou moins avec la TAT, avec la force. Donc c'est pas mal. Donc le but c'est que tout le monde se barre, sauf que Luke, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut retrouver Vador pour le dézinguer et lui faire payer donc la mort d'Obi-Wan, hein. Il se dit ça y est, moi j'ai un sabre laser, je vais pouvoir le dézinguer. Et puis il demande à C3PO de venir les chercher. Bon, alors là les passages avec C3PO sont peut-être un peu lourds, parce que du coup je sais pas si tu te souviens, le Faucon Millenium se fait attaquer par des espèces de monstres qui pillent le vaisseau. Ouais, ça y joue.
bon, j'ai trouvé ça un peu lourd, quoi, mais bon, voilà. Et donc du coup, Luke, il va se friter avec Vador, mais sauf que du coup, bon bah, il prend une volée, quoi. Et au moment où il va tuer Luke, parce qu'on se dit effectivement, c'est bien de montrer encore une fois que Vador est surpuissant par rapport à Luke, et on se dit bah voilà, s'il réussit à s'échapper ou à se défendre, ça va pas le faire. Et en fait, qu'est-ce qui fait que ça bloque Vador? C'est le fait qu'il reconnaisse en fait son sabre, enfin le sabre laser le sien quand il était plus jeune, celui d'Anakin Skywalker. Et donc ça le déstabilise un peu. Et pendant ce temps, c'est là que Luke il se dit bah c'est bon, c'est le moment de filer à l'anglaise, quoi. Ouais. Et ça aussi, ça, je sais pas si le fait qu'on les voit déjà à moitié s'affronter, c'était une bonne chose, parce que c'est vrai que il y avait un peu avec l'Empire contre-attaque, justement, c'était pour ça, pour moi, c'était un peu leur première rencontre vraie depuis la mort d'Obi-Wan. Donc c'est vrai que ces petites rencontres, c'est vrai que c'est pas vraiment quelque chose que j'aurais forcément vu dans les comics. Mais on peut d'un autre comprendre un peu les artistes ou les créateurs, parce qu'on peut se dire qu'est-ce qu'ils vont le raconter si tout d'un coup ils rencontrent aucun des grands méchants ou des personnages principaux dans les comics. Ouais, effectivement. Mais moi j'ai trouvé, au début ça m'a un peu choqué, me dire c'est peut-être trop tôt, puis en fait c'est bien, puisque du coup finalement Vador ne sait, a priori du coup dans ce nouvel lieu, il est pas forcément censé être au courant que c'est Luke, quoi, et qu'il y a un lien avec Anakin, avec etc. toi. Donc j'ai trouvé que c'était bien, et du coup ça l'interroge et ça montre que Vador il a encore, même s'il est Vador, il a encore ce côté Anakin, et on sent un conflit intérieur finalement. Et j'ai trouvé qu'à ce niveau-là, c'était franchement vachement bien foutu, quoi. Et ça permet à Luke de s'échapper, et du coup ça pose des questions à Vador, et ça c'est vraiment bien. Et donc ces questions auxquelles il va chercher des réponses, donc notamment dans l'autre série qui est tie-in à Star Wars, quoi, qui est centrée sur Dark Vador. D'ailleurs c'est un peu ce que peuvent reprocher certaines personnes dans l'univers Marvel, c'est comme ça qu'ils font des séries qui se recoupent entre elles. Ah, c'est génial. Moi j'aime bien. Oui, c'est bien pour ceux qui achètent tout, mais une personne qui achèterait juste, par exemple, Star Wars, il finira par être perdu, parce qu'il y a récemment Marvel qui a commencé à sortir le fameux crossover qui s'appelle Vader Down. Non, je vois pas de quoi tu parles là. En fait, c'est un crossover qui est en train d'être publié en ce moment en Amérique, et en fait, ils ont sorti un numéro 1 qui s'appelle Vader Down, et ensuite la suite de l'histoire se joue. Ça s'alterne entre Star Wars et Dark Vador. Ouais, mais sauf qu'Henri, ça, en France, à mon avis, Panini va réussir à les intégrer dans une suite logique. Tu vois ce que je veux dire? Sûrement, oui. Je pense aussi, mais je sais pas comment, parce qu'ils vont pas pouvoir imprimer les deux. Alors je me demande, ou alors ils vont sortir un TPB qui s'appellera La Chute de Vador, un truc comme ça. Ouais. Et donc tu te retrouveras, tout d'un coup, t'auras le TPB La Chute de Vador, et qui contiendra ces épisodes, puis tout d'un coup les gens qui continueront d'acheter Star Wars d'un côté ou Dark Vador de l'autre, tout d'un coup ils se retrouveront avec un trou, ils disent mais où seront passés ces 3-4 numéros. Ouais, mais je sais pas si tu te rappelles, avec Delcourt à l'époque de l'univers partagé, quand ils avaient fait Vector, bah ouais. Et ben c'était ça. Il y a des gens qui se sont perdus d'ailleurs. Ouais. Je me souviens, il y a des gens qui avaient justement demandé sur internet, mais où sont passés les numéros manquants. Ouais. Parce que c'est vrai que c'était justement publié dans un TPB à part. Ouais, ou à moins qu'ils arrivent à les numéroter ou à mettre des annotations dans les bouquins, tu vois. Enfin, je veux dire, tout est possible. Après, ça c'est le boulot de l'éditeur, quoi. Ouais, c'est sûr, parce que même s'ils font comme Marvel, c'est-à-dire publier par exemple d'un côté Star Wars, de l'autre côté Dark Vador, le problème c'est que les gens ils vont se retrouver avec par exemple, je sais pas exactement dans quel ordre se fait cette fameuse série, mais c'est vrai que tout d'un coup, si le tome Star Wars, ils vont se retrouver avec Vader Down numéro 2, puis 4, et puis ils n'auront pas la fin, et puis ils se demanderont, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, peut-être alors déjà en kiosque, le problème sera réglé, puisque ça va sortir en kiosque dans la continuité. Après, oui, effectivement, peut-être qu'en librairie, ce sera compliqué, du coup, on dira réponse plus tard. Ça pourrait peut-être d'ailleurs être intéressant d'inviter, j'ai perdu son prénom. Comment? Oui, voilà, Aurélien Vives de chez Panini, pour qu'on en parle, hein, ça pourrait être l'occasion. Il avait envie de revenir, on pourrait peut-être en reparler avec lui. Donc effectivement, on s'éloigne un peu du sujet. mais c'est vrai que on commence à critiquer de la VO là. Mais c'est vrai que c'est un peu ce qui peut être un peu dérangeant, c'est un peu ce que fait Marvel, c'est qu'ils finissent par mélanger un peu les séries. Et si tu ne lis pas tout,
quelquefois tu peux être perdu. Mais c'est vrai qu'à la base, bon, il faut quand même dire que le format de base, même si on s'oriente de plus en plus sur le TPB, c'est quand même la VO des issues seules, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est plus prévu pour les gens qui lisent un peu comme moi, numéro par numéro. Et c'est quand même, et moi je trouve que c'est quand même sympa de faire du crossover et du tie-in, quoi. C'est un peu le même problème que pour les séries américaines où t'as justement des séries qui se recoupent et qu'il faut voir au fur et à mesure de la diffusion. Mais c'est ce qui fait la force de l'univers aussi. Voilà, c'est un peu comme les crossovers Arrow et The Flash. T'as The Flash qui sort qui est diffusé je crois le mardi soir, et puis t'as Arrow qui est diffusé le mercredi soir. Donc comme là le dernier crossover, les gens en Amérique peuvent le voir sur 2 soirées, alors que les gens qui achètent par exemple tout d'un coup qui suivent simplement en Blu-ray ou à la télé, quelquefois ils seront perdus parce qu'ils auront la première partie de ce crossover et pas la suite. J'espère quand même que le niveau des séries Marvel Star Wars ne sera pas du niveau de Arrow, parce que sinon je pense que je vais arrêter, Bon, réponse quand on aura la sortie VF. Moi, je fais plutôt confiance à Panini. On verra parce que pour l'instant, je trouve qu'ils se démerdent pas mal. Contrairement à une époque où ils étaient très négligents, là, je trouve qu'ils sont devenus quand même plutôt bons. C'est vrai que Marvel et ses crossovers, faut faire attention, quoi. On verra. Parce que c'est vrai que Star Wars, pour l'instant, c'est facile. Oui, que ça va se compliquer. Par exemple, Dark Horse, ils l'avaient seulement fait justement juste pour Vector. Ils avaient jamais fait d'autres trucs de ce genre-là. Donc c'est vrai que là, Marvel qui fait dès quasiment les 2 premiers numéros, ils disent tiens, il y a un événement qui se passe à la fois dans Star Wars et dans Dark Vador. C'est vrai que ça peut en rebuter certains. Mais heureusement que c'est juste le début et que derrière il est pas comme certaines histoires de Marvel où t'as 50 histoires différentes qui sont rebootées et encore rebootées, puis derrière t'as des trucs crossover, donc t'es complètement paumé à force et tu sais pas quelle série suivre. Mais bon, là on continue à s'éloigner. On va essayer de se recentrer. Voilà. Donc du coup, au niveau du faucon, Chewbacca vient aider C3PO pour la faire simple à récupérer le faucon. Du coup, à partir du faucon, ils vont pour sauver donc Anne, et puis donc du coup les fameux esclaves qui réussissent à sauver. Sauf que Luke, du coup, au moment de s'échapper, il veut pas s'échapper, il veut absolument au moins arriver à déstabiliser l'Empire, au moins sur cette action, qu'il soit pas venu pour rien, on va dire. Et donc du coup, Luke il réussit donc à choper une moto speeder, et donc il mitraille le générateur avec sa moto, et donc du coup il réussit à tout faire péter in extremis. On est sur un mode attaque de l'étoile noire, et donc du coup il rejoint le faucon, et il pense du coup avoir un peu tué tout le monde. Il apprend donc du coup que Obi-Wan lui a laissé quelque chose sur Tatooine. Et donc du coup il se barre dans l'hyperespace, et donc du coup Vador connaît un nouvel échec de sa mission, quoi. Et donc du coup on verra justement que dans l'autre puisque du coup l'autre série Vador qui est tie-in justement à celle-ci, on voit bien d'ailleurs que Vador se fait acculer par l'empereur parce qu'il a fait n'importe quoi, et j'espère qu'il prendra pas trop de pinés comme ça, parce que sinon j'ai peur aussi du syndrome Grievous où ça devient le loser un peu de l'empire, quoi. C'était ce qui était déjà un peu le cas dans l'univers Legends, parce que c'est vrai que souvent Vador, à chaque fois comme évidemment il faisait des trucs pour chercher son fils ou un truc dans le genre, il ratait, puis à chaque fois il se faisait juste un petit peu taper sur les doigts par l'empereur. Donc c'est vrai qu'à force on disait Vador peut tout foirer, et il se fait tout pardonner par l'empereur. Et donc du coup Vador ensuite il continue, et donc c'est là juste à la fin de Simon 1 où justement il y aura le tie-in avec Vador, puisque ça arrive après. Et donc Vador du coup il retourne sur Tatooine pour négocier cette fois-ci directement avec Jabba, pour réussir à obtenir donc réaliser sa négociation. Donc ce détail sera précisé justement dans le tome 1 de Darth Vador, et puis donc du coup il en profite pour leur demander de les aider à retrouver Luke, parce que bon là ce personnage l'intrigue, il aimerait bien savoir qui c'est et comment ça se fait qu'il a un sabre laser, etc. Et du coup Jabba lui dit qu'il connaît pas grand chose, qu'il connaît un peu Kenobi, et que du coup très certainement que sur Tatooine il pourrait trouver des réponses. Donc du coup tout ça après c'est développé dans le tome de Vador,
Et on a Han et Chewie donc qui continuent de réparer le faucon en fait. Et on a Leia qui veut emmener Luke sur une mission pour trouver une nouvelle base pour les rebelles. Donc Luke, lui, il est pas intéressé et il veut avoir plus de réponses donc par rapport à Vador, etc. Et donc Leia, elle emmène Han avec elle en mission. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on va retrouver une femme qui est à la recherche de Han Solo. Et donc pendant ce temps, on a Boba Fett qui court aussi après Luke. Et donc là, on pourrait dire qu'on a deux intrigues plus ou moins en parallèle, hein. Donc on a Luke qui arrive sur Tatooine et qui va avoir, il me semble que c'est bien dans cet épisode hein, qu'il a la confrontation avec Boba Fett. Ça, je peux c'est pas dans cette série. Ah oui, c'est dans cette série. Oui, c'est devant la maison de Ben pour retrouver justement des informations hein, qui pourraient l'aider. D'ailleurs, il se fait aveugler par une grenade et ce qui l'empêche de reconnaître plus tard Boba Fett. Voilà, exactement. Et donc du coup, il découvre dans la maison qu'il y a un combat avec Boba Fett qui est vachement sympa quand même. Hein. C'est lui qui commence à servir de la force même en étant aveugle. Ouais. Et donc du coup, le combat est pas mal foutu. Hein, donc ça, j'avais bien aimé. Et puis donc, il trouve une boîte. Hein, donc c'est un petit peu le cliffhanger pour faire suite au tome 2 en fait, au prochain arc narratif. Où justement on va avoir des éléments sur Obi-Wan Kenobi. Hein. Ouais. Toi qui dis de la VO, c'est ça. Hein. En fait, pour l'instant, c'est juste un seul épisode. C'était un épisode de transition entre les deux arcs scénaristiques de la série. En fait, ils ont juste fait un numéro justement sur un épisode tiré du journal d'Obi-Wan. Voilà, et donc du coup, c'est pour ça que quand il s'échappe dans son X-Wing, donc grâce à D2 notamment, R2D2, et donc du coup, il découvre en fait le journal de Ben Kenobi. Voilà, donc qui va certainement être exploité par la suite. Moi, j'ai pas lu parce que j'attends vraiment d'avoir le TPB pour le découvrir d'une seule traite, et en français s'il vous plaît. Et de son côté, donc on a Anne donc qui essaye de réparer le faucon, donc et à ce moment-là, on a justement un personnage qui arrive qui cherche donc Han Solo. On l'a vu à plusieurs reprises. Hein, on la voit chercher Han Solo. Et ça a l'air d'être un chasseur qu'on voit quoi. On la voit donc sur Tatooine d'ailleurs. Tu sais, elle a un espèce de robot tireur automatique. Je sais pas si ça te rappelle quelque chose, qui tire sur des Rodiens. Ouais, sûrement. Ça te rappelle pas? Et donc du coup, voilà, on sent qu'elle envoie. Et moi, au départ, j'étais au courant du plus ou moins du petit spoil sur Sana Solo. Et j'avais pas pensé du tout à elle. Je pensais que c'était aussi un mec soit de Jabba, soit un mec de l'Empire. Et en fait, voilà, elle nous dit qu'elle cherche Han Solo parce que c'est Sana Solo, donc la femme de Han Solo. Et donc ça, c'est le gros élément donc qu'on pouvait pas ne pas évoquer, puisque du coup, ça fait une grosse rupture avec l'ancien UE. C'est-à-dire que Han Solo, finalement, dans l'épisode 4, on a l'impression que c'était un contrebandier, un mec un peu léger. En fait, il était marié, ce gars. Et donc du coup, voilà, il y a eu pas mal de critiques d'ailleurs sur internet disant ouais, c'est n'importe quoi, Han Solo marié, ça va pas du tout. C'est pas comme ça qu'on se l'imaginait, mais c'est vrai que d'un point de vue pour l'instant avec ce qui a été raconté dans le nouvel UE, il y a pas de contradiction, et c'est juste que on avait un schéma de pensée qui a été un peu qui est chamboulé. Mais alors je sais pas toi Henri, au début ça m'a choqué un peu quand j'avais entendu ça. Je suivais les gens qui critiquaient le fait de Sana Solo. Finalement, pour l'instant, comme on n'a pas plus de détails, moi ça me choque pas vraiment quoi. Pourquoi pas, je suis curieux. Au contraire, ça nous amène un élément important. Donc Henri, je sais pas. Ah bah c'est sûr que ça surprend quand tu l'apprends la première fois, mais c'est vrai qu'après tu te dis qu'il y a forcément un truc. Donc c'est vrai que je vais pas trop en dire, mais c'est vrai que on en sait un peu plus par la suite. Mais c'est vrai qu'on peut toujours se demander est-ce qu'elle dit la vérité, comment ça s'est passé ce mariage, est-ce qu'elle dit pas ça c'est parce que c'est pas un mensonge, est-ce qu'elle a mal compris une affaire ou je ne sais pas quoi. Donc c'est vrai que t'as plein de choses différentes qui peuvent être possibles. Donc du coup, moi vraiment, je suis vraiment hypé quoi. On verra. Bon, moi j'ai pas lu la suite en VO, mais j'ai hâte de savoir la suite. Et ça m'embêterait de lire juste un petit épisode parce que globalement, je suis très très content de ce tome 1. J'en attendais pas beaucoup, hein. Franchement. J'étais assez sceptique. Ah oui, et tout à la fin aussi, on a Boba Fett aussi qui, à défaut de lui ramener Luke, parce qu'il lui a demandé de lui ramener Luke, il savait pas encore que c'était Skywalker, lui dit j'ai pas beaucoup d'informations, mais par contre je sais son nom déjà. Et il s'appelle Skywalker. Et donc du coup, on sent que Vador est dans une rage folle parce qu'il se dit putain, ça y est, il capte quoi. Il vient de comprendre que c'est son fils. Et c'est vrai que ça,
finalement, dans l'épisode 5, il sait que c'est son fils, etc. Donc il nous l'avait expliqué plus ou moins parce que il le ressentait par la force, mais peut-être qu'avant, voilà, il l'avait pas encore vraiment identifié. Donc moi, je trouve ça génial, quoi. C'est-à-dire que cette histoire, et c'est ce que je reprochais à cette série à la base, avant de l'avoir lu, bien sûr, hein, c'était un jugement de valeur avant de connaître le truc, mais du coup, je trouve qu'elle apporte vraiment au scénario, elle nous apporte des informations importantes et on la voit évoluer et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc je sais pas toi, Henri. C'est pas ma première, mais en tout cas c'est ma deuxième sur ma liste des nouveautés Marvel, ça c'est sûr. Ah, c'est pas ce que j'ai préféré non plus, mais si tu veux, j'avais tellement une mauvaise impression de ce truc, je me disais tellement que ça allait être pourri que, enfin, je pensais que ça allait être d'une banalité affreuse, et puis finalement entre les scènes d'action qui pètent de tous les bouts, plus ces éléments, parce qu'ils sont quand même vachement, les scénaristes sont quand même vachement contraints. Et on arrive à apporter des choses nouvelles et à faire évoluer l'histoire, donc je trouve ça bien quand même. C'est sûr, à la fois c'est différent de ce qu'on connaissait avant dans Legends, puis d'un autre côté c'est vrai qu'on est tellement intéressé par cette série, c'est surtout par le fait qu'en quelques numéros, Marvel a quasiment regroupé des événements qui s'étaient passés dans plusieurs et pendant de nombreux numéros à l'époque de Dark Horse. C'est quand tu vois là, en une série, ça y est, enfin en 6 numéros, ça y est, Dark Vador connaît le nom de Luke. Alors que c'est quelque chose qui avait, je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'il y avait 3 ou 4 explications différentes dans l'univers Legends. Il y avait quelquefois ça mettait, je crois qu'on avait mis de nombreuses années avant que ça finisse par apparaître. Il y avait comme je te dis, plusieurs histoires différentes. Donc c'était tellement étalé dans le temps que c'est vrai que ça diluait un peu l'effet de la chose. Mais c'est effectivement que le Marvel a un peu, on dirait qu'ils veulent un petit peu se débarrasser de tous ces détails rapidement pour pouvoir passer un peu à autre chose. Et puis surtout, moi ce que j'ai adoré, c'est que c'est hyper dynamique, ça pète de tous les bouts et les dessins sont vraiment, on reconnaît vraiment les personnages. Moi j'avais entendu des critiques de gens qui disaient on a l'impression d'entendre la musique et c'est vrai, on est dans Star Wars quoi, vraiment, c'est vraiment génial quoi. Oui, c'est sûr que là, c'est une des séries, ils ont mieux su capturer les personnages d'origine. Si on faisait comme dans Star Wars Rebels, si tu mettais une note, Henri, tu mettrais combien sur 20? Sur 20, Oh, je dirais un bon 15. Ouais, moi, je serais sur un bon 16 aussi. Et clairement, sur un livre à acheter, quoi. Vraiment, il faut l'acheter, quoi. Si on aime Star Wars, si on aime les comics, faut y aller, quoi. Il y a pas à hésiter. Ah bah, largement, je pense que les deux séries principales, là, Star Wars et Dark Vador, si on veut se lancer dans les comics actuellement, c'est les deux séries à acheter. Ouais. Donc après j'aurai d'autres conseils, mais on va voir si au fur et à mesure de notre émission, si ça viendra dans la discussion, parce que je veux pas trop non plus en dire trop rapidement. Donc du coup, commentaire très positif, et puis on encourage les gens à aller l'acheter. Puis les dessins sont pas dégueux, on va dire. T'as pas aimé les dessins? Si, justement, ils sont pas dégueux. Pardon. Ah oui, ils sont pas dégueux, d'accord, j'ai compris, pas géniaux. Ok, bon bah oui, effectivement. Du coup, je sens que tu brûles de parler de Dark Vador. Donc du coup, on va se lancer sur celui-ci, puisqu'ils sont sortis d'ailleurs les deux en même temps. C'était assez bien vu de les sortir les deux en même temps. Donc c'est Dark Vador, donc du coup tome 1 qui reprend les issues 1 à 6 de Dark Vador en VO. Le scénariste est Kieron Gillen et les dessins sont de Salvador Larroca. Pareil, encore une fois, des dessins, moi j'ai trouvé vraiment géniaux. Encore meilleur que Star Wars, j'ai trouvé. Ouais, peut-être, ouais. Après, c'est peut-être plus facile de dessiner Vador, quoi que remarque son Boba Fett, là, il y a 2-3 splash pages qui sont, waouh, sont vraiment chouettes. Et donc, du coup, ça reprend, en fait, justement, donc, ce qu'on expliquait, c'est que c'est tie-in. Et donc, du coup, ça reprend juste après Moon 1, après l'échec de Dark Vador, où on voit justement, l'empereur, donc, qui accule, donc, Vador, qui le dénigre. Donc là, c'est vachement bien fait, où on voit vraiment qu'il est soumis à l'empereur, hein. Et que c'est sa marionnette, hein, et qu'il vraiment il est, je trouve que psychologiquement il est super dur avec lui. Et donc du coup notre Dark Vador donc file du coup sur Tatooine pour retrouver Jabba et réussir sa négociation. Donc déjà son arrivée est vraiment dantesque et la négociation est géniale. Tu sais la manière dont il prend le leadership dans la négociation avec Jabba. Donc il essaye de le flinguer. Donc bien évidemment il n'y arrive pas et vraiment il négocie de main de maître et justement il en profite pour demander que Boba aille rechercher ces fameuses informations sur ce pilote qui les a embêtés quoi. Et donc au passage donc je crois qu'il doit y avoir une chasse au Banta, non c'est pas ça?
Et puis, c'est vrai que... Ils survolent un banc de Banta et puis ils en latent 2-3 juste pour le plaisir, hein. C'est vrai que les petits détails comme ça des séries, c'est vrai que j'ai du mal un peu à me souvenir. C'est plus, comme ça fait déjà un petit moment que je les ai lus. Ouais, moi c'est vrai que c'est plus généralement, c'est plus les grands événements qui me reviennent un petit peu. Et puis aussi, il extermine une tribu de Tusken aussi. Je sais pas si tu te rappelles, ça j'avais trouvé ça pas mal. Bon, peut-être vaguement aussi, peut-être je me suis dit que ça faisait un bon parallèle avec l'attaque des clones. Et puis du coup, on retrouve notre fameux général Tag, tu sais, qui était dans qui était censé être mort, qui finalement n'est pas mort. Ouais. C'est celui qui a l'espèce de coupe au bol là. Et donc du coup qui peut pas se blairer avec qui peut pas blairer Vador et c'est réciproque. Et donc du coup on voit que du coup pour humilier vraiment c'est ça, c'est ce côté psychologique qui est bien foutu. Pour humilier Vador, l'empereur en profite pour mettre Tag supérieur de Vador. Ce qui le met dans une rage folle parce que c'est pas un forceux, c'est vraiment ça semble être un opportuniste quand même. Enfin moi c'est l'impression que j'ai eu ce fameux Tag. Oh bah ça c'est sûr, mais c'est vrai que on a remarqué que c'est déjà à l'époque de la Nouvelle Espace, c'est que Vador n'a jamais été vraiment le plus haut dans la hiérarchie, hein, parce que on avait déjà Tarkin qui était déjà. Ouais, en fait, il est en fait, il y a la hiérarchie, il est pas vraiment dans la hiérarchie, on pourrait dire que c'est une fonction support quoi. Voilà, donc c'est vrai que l'empereur aussi, il y avait bien, comme je te dis, il y avait déjà Tarkin qui était au-dessus de Vador, et puis voilà, c'est vrai que les officiers impériaux, ils sont un petit peu, et après, malheureusement, Vador il est obligé d'obéir. Donc, du coup, bon, on va voir, hein, sans trop rentrer dans les détails, hein, de nombreuses opérations en fait entre, donc du coup, où Vador finalement réussit quand même à briller, hein, dans plusieurs missions, hein, et où il montre quand même que c'est un fin tacticien et qu'il est plutôt balèze, hein, quand même. Donc ça c'est plutôt un point positif et il fait quand même sa vie et il arrive à comment dire amener ses opérations de son côté quand même comme il le sent. Et alors du coup lui pour mener sa quête de son propre côté, il va chercher en fait des personnages autres en fait pour l'aider. Et il va avoir le docteur Afrask et il l'engage en fait puisque elle est accompagnée de deux droïdes en fait, hein, c'est ça. Ouais. Donc je trouve que en tout cas depuis le début je trouve que c'est un très très bon personnage. Voilà. Et donc du coup il l'utilise donc du coup pour mener des missions en son propre nom. Seul problème c'est qu'on pourrait encore croire que les fameux deux droïdes c'est un petit peu une pâle copie de C3PO et R2D2. Alors visuellement, quand je les ai vus la première fois, c'est ce que je me suis dit. Mais j'ai trouvé que c'était assez bien vu parce que ils sont quand même complètement différents, quoi. Ils ont des fonctions vraiment particulières. Il les utilise en fait pour mener des missions de son côté. Et entre-temps, on a également l'apparition de nouveaux personnages en fait. Donc les deux droïdes, c'est 000 et BT1. Et on a comme je te disais, donc oui, c'était un peu, on a l'impression que c'est une pâle copie, mais c'est vrai que ils ont une personnalité, surtout le faux droïde protocolaire, un peu maniaque et un peu sadique. Je trouve qu'il est énorme quand même. Ah ouais, non, moi j'ai beaucoup aimé. Et donc c'est le BT1 qui est le droïde assassin, c'est ça, hein. Voilà, ouais. Et du coup, tout à la fin également, on a l'empereur qui montre à Vador des nouveaux émissaires, c'est ça, on pourrait les appeler comme ça. Des nouvelles armes de combat en fait qu'il va utiliser un peu à la Dark Maul finalement. C'est pas des vrais Sith quoi, c'est ça va être des hommes de main quoi, plus. Oui, sûrement, oui. Tu te rappelles pas? Je me souviens pas de ceux-là. Tu me parles de ceux qui utilisent la force, enfin qui sont. Alors on a toute une flopée de personnages, tu sais, tout à la fin en fait qui c'est ceux qui sont testés par Vador, non? Voilà, qui sont testés par Vador. C'est tout le groupe qui est testé avec le gars qui les contrôle un petit peu et tout ça. Voilà, c'est ça. C'est pas mal, mais c'est vrai que ça surprend un peu. C'est encore un de ces trucs-là, tu te dis, tiens, d'où ça sort, puis au final, après, tu finis par t'y habituer, tu te dis pourquoi pas, mais c'est vrai que normalement, Vador est censé avoir éliminé un peu que ce soit Vador ou l'Empire, est censé avoir éliminé tous les gens un petit peu sensibles à la force, et au final, t'en trouves encore pas mal, même ceux-là qui sont, je crois que je me trompe pas, il y en a qui sont quasiment tous sensibles un peu à la force. Alors pour moi, il avait pas éliminé les gens sensibles à la force. Pour moi, il avait éliminé les Jedi. Oui, mais bon, pour moi, oui, c'est vrai que oui, on peut faire la distinction de ce côté-là, c'est pas faux. Parce que c'est vrai que dans ma tête, j'ai toujours pensé qu'il voulait éliminer tous ceux qui étaient
qui était utilisateur de la Force. Donc ces personnages qui vont être certainement réutilisés par la suite, puisqu'il est en train de le dire, voilà, plus ou moins il le menace que ce sont ces personnages qui vont le remplacer lui. Bah oui, c'est sûr. Hein. Donc du coup, encore une manière d'éliminer Vador, il est un peu maltraité, parce qu'on peut imaginer que si les mecs l'avaient flingué, Dark Vador, ça aurait posé aucun problème à l'Empereur, quoi. Bah ça, je pense que d'un autre côté, l'Empereur cherche plus à tester Vador que l'inverse. Je pense qu'il cherche à montrer que Vador est toujours digne de sa présence. Parce que c'est vrai que chez les Sith, normalement, c'est l'apprenti qui est censé prendre la place du maître. Donc si l'apprenti se fait battre par des gens à peine entraînés, c'est sûr qu'il est pas censé, ça sert à rien à l'Empereur de garder quelqu'un d'incapable à côté de lui. Donc je pense qu'aussi c'était pour essayer de montrer l'intérêt que Dark Vador a de rester auprès de l'Empereur. Je pense que c'est plus vu comme un test pour lui qu'autre chose. Donc tout à la fin, on a Valdor qui va reparler avec Palpatine et donc du coup Palpatine lui dit que voilà qu'il est très déçu de lui, etc. Et puis en plus il lui rappelle que c'est qu'une machine, etc. Il le dénigre toujours. Et puis donc du coup tout à la fin, on a quand même Vador qui s'en va, qui rencontre Boba Fett sur le pont du vaisseau et lui dit que le pilote qui a détruit l'Étoile Nord se nomme Skywalker, c'est-à-dire c'est la même fin que dans Star Wars, c'est-à-dire le tome 1. Et, oui. Et donc les éléments se rejoignent mais présentés d'une autre façon, et je trouve ça bien qu'on retrouve des éléments qu'on avait déjà vus avant. Ah, c'est pour ça que faut mieux un peu lire les deux séries en même temps. Donc du coup Henri, si tu devais donner ta note. Ah là, celle-là, je l'ai vraiment adorée. J'adore les nouveaux personnages, j'adore l'attitude de Aphra justement envers Dark Vador. Elle sait très bien que à la moindre erreur, il pourrait la tuer, mais elle s'en fiche. Elle a qu'une envie, c'est vivre les aventures. Et puis avec les droïdes, l'ambiance un peu sombre et tout ça, moi je lui donne un bon 17 sur 20. Ouais, moi de mon côté c'est pareil, je mettrais bien un bon 18 parce que vraiment c'est vraiment sympa, et j'étais assez attiré par ça, j'avais jamais osé chez Delcourt me lire beaucoup de Dark Vador parce que souvent l'histoire tournait un peu en rond, c'était bon, Dark Vador a une mission, il réussit sa mission et puis voilà, la boucle était bouclée. Là, on sent vraiment que l'histoire avance et qu'il y a des choses intéressantes. Alors bien sûr qu'on a rajouté les deux droïdes et puis Aphra, etc. Ça a été rajouté en plus pour donner du scénario à l'histoire, construire un peu avec plus de personnages, mais c'est vraiment excellent. Donc encore une fois, moi j'incite vraiment les gens à l'acheter parce que c'est vraiment excellent. On passe à notre troisième tome qu'on devait critiquer, donc qui est sorti depuis un petit moment, qui est donc le Princesse Leia. Et donc ouais, super. Voilà. Ça veut tout dire. Voilà. On n'est pas sur une série régulière, par contre, contrairement aux autres qui vont sortir tous les mois, voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive, on pourrait dire ainsi. Donc c'est les autres, on appelle ça comment, des ongoing, et ça c'est donc une mini-série. C'est ça. Donc en fait, Leia a ensuite laissé la place à Lando, que Lando a laissé la place à Chewbacca. C'est des mini-séries sur des personnages, on pourrait dire. Bon, elle est pas vraiment secondaire, mais pas principale. Et donc on avait 5 épisodes de mini-série. La plupart font tous 5 épisodes. Oui. Bon, par contre, c'est vrai que c'est relativement peu cher. Le prix est en conséquence, 13 €. Moi, franchement, j'avais vachement envie de lire ce truc. Quand j'ai vu sortir Princesse Leia, je me suis dit waouh. Et en plus, je trouve que la couverture qu'ils ont choisie est vraiment vraiment chouette. Donc c'est Terry Dodson au dessin. Et alors sur la couverture, c'est génial. Bon, on reconnaît moins les personnages parce qu'il a son style à lui quand même, qui est pas que j'aime pas du tout. Mais voilà, c'est pas du tout. T'aimes pas du tout? Non. Ouais, ça fait j'ai trouvé ça super simple. J'ai trouvé que c'était comme presque bâclé. C'est un peu manga, quoi. Voilà. Et puis comme je suis pas manga. Ouais. Et donc du coup c'est vrai que bon, c'est pas. Mais par contre moi j'étais vachement attiré. Donc déjà par la couverture, puis par le concept de suivre la princesse Leia. Puis en plus le synopsis c'est pas mal. Il y a l'histoire de quelqu'un qui vient de perdre sa planète, les Aldérandiens. C'est des vraies questions. On peut se poser la question. Qu'en est-il d'une civilisation, d'un peuple qui est détruit, comment ils se sentent, etc. Ce besoin entre eux qu'ils pourraient avoir, tu sais, de se retrouver. Donc l'idée était vachement bonne. Moi je trouvais ça bien. Le synopsis est celui-ci. La destruction de l'étoile noire représente une victoire sans précédent pour l'Alliance rebelle. Cependant, un lourd tribut a été payé puisqu'Alderaan, la planète de Leia, a été vaporisée. Princesse sans royaume et leader sans marge de manœuvre, qu'adviendra-t-il de notre héroïne? Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa. Donc l'idée, donc ça, notre histoire, elle commence donc du coup au moment de la remise des médailles.
où on voit justement Leia qui rayonne hein, malgré ce traumatisme. Ce que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'on retrouve des personnages hein, des personnages assez connus. Il y a le général Dodonna, on croise l'amiral Akbar, on croise de mémoire, je sais plus si on croise Mon Mothma. Je crois bien, non? Oui, alors j'ai un vague souvenir que oui. Ouais, il me semble que oui, hein, moi aussi, mais oui, si, oui, de toute façon, ne serait-ce que sur la scène de remise des médailles, on doit l'apercevoir, hein, ça c'est obligatoire. Mais c'est sûr que je le dis tout de suite, j'ai trouvé que cette mini-série était remplie de défauts. Alors, A à Z. Moi, franchement, au début, j'avais lu des critiques assez négatives hein, sur cette mini-série, mais j'étais quand même vachement intéressé. Et le premier numéro était pas mal. On introduit donc un nouveau personnage. Hein. Donc je me rappelle plus exactement de son nom, cette pilote, la petite blonde là. Dit comme ça moi non plus. Bon, j'ai perdu son nom du coup, tu vois. Bon, ça va me revenir. Donc du coup, cette personnage, donc du coup, c'est une Alderaanienne. Une Alderaanienne, effectivement, ouais. Alderaanienne ou Alderandienne, je sais pas exactement comment on dit, qui du coup est quand même assez proche de sa planète. On sent tous qu'ils ont une certaine, enfin en plus, moi je trouve que c'était une culture qui était sympa, tu sais, plutôt intellectuelle, culture, etc. Donc ça fait plutôt envie. Hein. Non, c'est Evan, c'est ça? Oui, c'est ça, Evan. C'est Evan, voilà. Donc Evan Verlaine. Donc du coup, moi ce que j'avais trouvé, c'est qu'au départ, j'avais trouvé ça vraiment sympa, j'étais vraiment hypé parce que l'idée de la princesse, voilà, il y avait le rôle diplomatique qu'elle devait avoir. On a le général Dodonna qui lui dit non, il ne faut pas que vous partiez, princesse Leia, il faut que vous continuiez à représenter Alderaan. Et elle qui disait bah non, mais j'ai envie aussi de faire moi aussi. Donc il y avait ce côté vraiment, je trouvais que ça partait vraiment bien. Et j'étais vraiment en train de me dire que les gens qui avaient critiqué cette série, c'était soit parce que voilà ils avaient pas su apprécier les personnages secondaires, soit parce qu'ils étaient un peu misogynes. Et j'étais prêt à franchement à défendre haut les cœurs cette série. Et puis finalement voilà, dans la continuité, bah il y a beaucoup de choses qui choquent. Il y a bon alors c'est très agréable hein, par contre parce qu'on retrouve Nien Nunb hein, donc notre fameux Sulustéen. On retrouve des races extraterrestres, vous savez le fameux les extraterrestres à 4 bras comme on avait dans la cantina là. Donc j'ai perdu la race d'ailleurs qui était également dans The Clone Wars, qui était un général Jedi un peu bourrin. Donc il y avait pas mal de choses intéressantes. On retrouvait des éléments des membres aldérandiens qui étaient dans des colonies différentes. L'idée d'essayer de rassembler, c'est beaucoup de bonnes idées, mais je trouve que le gros problème, c'est qu'il y a des moments où on s'ennuie. Alors il y a des espèces de personnages qui sont il y a des intrigues, des trahisons, mais c'est mal fait, c'est gros, c'est grossier, et surtout vraiment on s'ennuie. Il y a des moments c'est long, on s'ennuie, et surtout j'ai trouvé qu'on reconnaissait pas la princesse Leia. Ouais, c'est exactement ça, c'est que j'ai trouvé que le scénario était simpliste, les personnages étaient absolument pas bien capturés, on se demandait où l'histoire allait se diriger, mais c'est vrai que t'as plein d'incohérences, j'ai pas aimé, donc c'est vrai que c'est pas une série que on pouvait être content qu'il y ait j'espère simplement que Marvel s'est pas dit chouette, les gens vont être contents qu'il y ait une série sur Leia et puis basta, parce que c'est vrai que comme tu le dis, Leia n'a rien à voir avec le personnage qu'elle est censée être. Puis comme je te dis, d'un coup elle est en colère, elle se rebelle un petit peu à défier les ordres de Dodonna d'un côté. Comment veux-tu que ce soit un bon leader? Ça m'a pas gêné qu'elle soit un peu qu'elle est jeune hein, qu'elle écoute pas les ordres des chefs, ça m'a pas gêné. Ce qui m'a gêné, c'est le caractère, comme quand tu disais ils ont pas capté l'essence du personnage, c'est vraiment ça qui m'a gêné. C'est-à-dire que la princesse Leia, voilà, c'est Jean-Claude Van Damme quoi, tu vois, il y a un moment elle se fait prendre elle est prise en otage, bah qu'est-ce qu'elle fait? Il y a plein de mecs avec des flingues de partout, elle y va, elle met des coups de genoux, enfin tu vois, il y a un moment je pense que les mecs se sont plantés quoi, ils ont dû confondre Iron Fist et puis la princesse Leia. Mais voilà, non, ça va. Il y a des trucs qui me gênent. Et puis il y a trop de. Finalement, ils ont essayé de faire un scénario un peu complexe avec des trahisons. Il y a trop de personnages qui sont trop fades. En plus, j'ai trouvé. Ça tire de partout. Alors, ils ont essayé de jouer sur le côté diplomatique de la princesse Leia, qui était quand même une bonne idée. Mais finalement, ça fait un film d'action, mais c'est un mélange de tous les genres, sans forcément qu'on arrive à identifier de genre. Et du coup, ben voilà, c'est maladroit. C'est une mini-série qui tombe à plat. Hein.
Exactement. Et puis à la fin, on se dit bah voilà, j'ai lu la princesse Leia, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté à l'histoire? Si ça nous a présenté ce fameux personnage de June, on a dit, c'est ça, hein? Evan, pardon, oui. Mais au final, bah voilà, on est au point zéro. Voilà, on sait qu'il y a des Aldérandiens qui restent, mais je sais pas, voilà, ça aurait pu être fait une fiche Wikipédia, c'est aussi bien finalement. Ouais. Bon, je sais pas, effectivement, comme pour parler de notes, hein, moi je lui donne. Bon, c'est vrai que c'est pas non plus tout acheté, donc je veux dire, je lui donne un petit 12, quoi, 11, 12. Mais je peux pas donner plus. Ouais, moi franchement, je lui mettrais 10, 11, allez, on va dire 11 parce que ils ont moins essayé, ils ont cherché des idées. Moi, je conseillerais pas forcément de l'acheter, hein, parce que moi je l'ai acheté parce que voilà, je suis complétiste. Toi, Henri, de toute façon, tu achètes tout, donc de toute façon, la question se pose pas, quoi. Donc surtout côté littéraire, quoi. Voilà, surtout ça, ouais. Alors effectivement, pour quelqu'un qui voudrait n'acheter que du bon, ben voilà, peut-être passer ça, essayer de le trouver peut-être dans une bibliothèque. Lisez-le à la Fnac, hein, vous posez ou à Cultura, vous mettez sur un banc et puis vous le lisez. En plus, il est quand même vite lu, voire même limite il y a des moments un peu longs où je me forçais à le lire, je me rappelle. Finalement, tu peux le lire en diagonale, j'ai envie de dire. Moi, c'est vrai que j'achète tout, mais c'est vrai qu'à l'époque comme j'achète à la sortie, c'est vrai qu'au début, t'as pas tellement idée de ce que va donner l'histoire. Hein. Enfin, c'est pour ça c'est l'avantage des podcasts comme le nôtre. C'est comme ça que les gens qui n'ont pas encore acheté peuvent se faire une idée grâce à nos critiques. Donc c'est vrai qu'on va peut-être arriver un peu tard, les mecs. Ah putain, on l'avait déjà acheté, merde. Mais bon voilà, l'idée c'est faut aussi un peu laisser le temps, peut-être voilà, de aussi aux gens peut-être se faire leur idée. Bon. Mais voilà, si vous ne l'avez pas encore acheté, n'y allez pas, il y aura sûrement d'autres choses. On en profite rapidement aussi pour donc je pense que dans le prochain Star Wars Lité, on commentera les autres comics de Panini, puisqu'on en a 2 autres qui sont sortis. On va en profiter rapidement pour les évoquer. On a le comics sur Kanan, donc le fameux héros de Star Wars Rebels. Et puis on a un autre comics qui se veut plus ou moins, ils appellent ça les journées to the Force Awakens, hein, c'est ça. Ouais. C'est en lien avec le réveil de la Force. Ça se passe après l'épisode 6. Voilà, c'est aussi une mini-série, hein, c'est ça. Hein. Oui, mais seulement 4 épisodes. Voilà. Alors. Oui, de 4 épisodes. Par contre, Kanan, il y en a plus, quoi. Oui, oui, c'est aussi une série qui continue. Un ongoing, voilà. Donc une vraie série, et l'autre est une mini-série. Rapidement, alors sans en faire la critique, Henri, puisque toi tu les as déjà lus, tu les as achetés encore déjà ou pas? Ah oui, j'ai tout, moi. T'as déjà acheté, d'accord. Oui, oui. Moi je les ai vus aussi, je les ai pas encore achetés. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que par exemple tu dirais aux gens, est-ce que ça vaut le coup d'acheter Kanan, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le second là, la mini-série? Alors, Kanan, j'ai envie de, si tu aimes la série Rebelle, j'ai envie de dire oui. Ah, ouais. Parce que si tu connais un peu le personnage, ça te permet d'en savoir plus à son sujet. Comme maintenant tout est canon, tu te dis, bah voilà, c'est ce qu'il a vécu avant quand il était jeune, quand il était encore sous la tutelle de Luminara Unduli. Donc c'est vrai, ça te présente un peu son début. Non, de Depa Bilaba. Pardon, oui, c'est ça. Donc c'est vrai, ça te permet d'en savoir un peu plus sur son état d'âme à l'époque, le début de l'ordre 66 vu par lui et donc tout ça. Donc c'est vrai que si t'aimes Rebels et que t'aimes le personnage, je dirais pourquoi pas. Si t'as pas vu Rebels et que t'intéresses pas à Rebels, c'est vrai que là, aucun intérêt. Voilà, parce que tu connais pas le personnage, donc tu te dis pourquoi s'intéresser à ce personnage. Mais sinon, c'est vrai que le scénario est pas mal, donc c'est vrai que je dirais si on aime un peu, pourquoi pas. À acheter quoi. Voilà. En même temps, je pense que la plupart de nos auditeurs doivent au moins suivre Star Wars Rebels quand même. Bah j'espère. De grands fans. Puis après... Et concernant l'autre, alors les Vestiges d'Empire, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que on sait pas, c'est le premier comics qui se passe après le retour de Jedi, donc c'est vrai que ça nous donne des premières pistes sur ce qui se passe justement après l'épisode 6, donc c'est pas non plus négligeable, c'est un peu comme Aftermath aussi. On va en parler un tout petit peu après. Donc c'est vrai que moi pour l'instant c'est vrai que les Vestiges de l'Empire, je conseillerais bien parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les dessins et c'est vrai que même si j'étais un peu déçu par les événements parce que c'était un peu concentré sur deux personnages principaux au lieu que ça soit plus de façon générale, j'ai beaucoup aimé. Alors je sais pas si je peux le dire de qui sont les personnages principaux ou pas parce que je sais pas, je peux toujours le dire, hein, non? Oui, comme tu veux. Enfin, par contre, ça se passe dans l'épisode 6 et on va les retrouver dans l'épisode 7. Non, pas du tout.
Ah non, bon. Non, alors, non, ça se passe juste après l'épisode 6 et ça concerne, non. En fait, il s'agit, dis les personnages, quoi. Je me souviens pas de leur prénom, mais en fait, il s'agit des parents de Poe Dameron. D'accord, intéressant. Ah bah ça, oui, donc c'est une sacrée plus-value. Et donc, toi, t'as trouvé bien? Moi, j'ai beaucoup aimé, ouais. D'accord. Alors, moi, du coup, les critiques que j'avais entendues, que les gens étaient assez déçus. Après, voilà, quel est le degré de fanitude des gens pour apprécier ou pas, c'est ça. Et puis, peut-être que ça prendra tout son essor une fois qu'on aura vu le film. Oh, je suis pas sûr, je pense pas à part les choses qui vont vraiment sortir autour des films, je pense que ça va, pendant longtemps, les romans vont rester un petit peu, c'est-à-dire qu'on va pas faire de lien. Je pense pas que Poe Dameron va passer 5 minutes pendant le film à parler de ses parents, par exemple. Je pense qu'on n'entendra pas du tout parler de ses parents, donc c'est vrai que ça approfondit les personnages un petit peu, mais derrière, tu le lis pas, tu t'en sors très bien, je veux dire. Et il est à combien, celui-ci, pour 4 épisodes? Alors là, pour te dire les prix, je peux pas te dire, je lis pas en VF. Ah oui, d'accord, t'as lu en VO. Ouais. Et tu les achètes tous en VO, toi? Ah oui, tout. Donc t'as les fascicules? Ouais. D'accord, donc, et là, t'as l'intégralité, quoi. Ah bah ouais. D'accord. Et alors, par curiosité, combien tu les payes à l'unité, tes issues? 4 €. 4 €. Donc t'achètes ça, oui, dans le quartier. Dans le 5e, ouais. Ouais, non, d'accord. Donc ça dépend, en fait, c'est 1 € le dollar pour les petits comics comme ça. Au final, ça te revient peut-être même plus cher que nous en VF. Oh bah c'est pas impossible, ouais, bah 4 numéros à 4 €, ça fait 16 €. Ok. Donc voilà, donc du coup tout le monde peut avoir un aperçu. On aura également au mois de janvier le comics sur Lando qui va sortir, qui est également une mini-série. Ça, j'ai pas été très fan des dessins et je sais pas, l'histoire ne m'a pas laissé un souvenir indélébile. C'est un peu mieux que Princesse Leia, je trouve qu'ils ont bien capturé les personnages, mais c'est vrai que derrière, je suis pas satisfait du scénario. D'accord, donc bah écoutez, on verra. Comme j'avais bien aimé en tout cas les dessins, on verra ce qu'il en est. Et je pense qu'on attendra que Lando soit sorti, puisqu'il va sortir au mois de janvier pour refaire un Star Wars Lité. Et à ce moment-là, on commentera ces 3 comics là. De toute façon, c'est sûr que nos prochaines émissions de littérature vont surtout être consacrées à canon maintenant. Bon, c'est vrai qu'on pourra peut-être sûrement revenir un peu sur Legends, comme on va un petit peu en parler dans les sorties Pocket, mais c'est vrai que ça sera principalement notre émission va sûrement se consacrer plus à l'univers canon qu'à Legends. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe du coup à l'univers littérature avec les romans. Et donc du coup, ce qu'on expliquait la dernière fois, donc enfin en début d'émission, c'est que du coup nous n'allions pas évoquer les romans PKJ sortis. Donc on en a 3 qui sont sortis, on les avait évoqués dans le 114 et qui racontent des histoires, on va dire plus ou moins anecdotiques, sur des binômes de héros. A priori, Danny m'a dit que le roman Lost Stars, donc qui était commenté dans un Star Wars en direct express, avait été également décortiqué. En plus avec sous forme de Star Wars Express, donc ça veut dire avec de la vidéo, etc. Donc visiblement il a plutôt plu à Danny. Je sais pas toi Henri, si le Lost Star t'a plu. Ah oui, c'est le seul jeunesse que j'avais lu, parce que c'est vrai que les 3 autres autour de Luke, Leia et Han Solo, ça m'intéressait un petit peu moins. Mais c'est vrai que celui-là, Lost Star, dès le début, parce que c'est des personnages inédits et c'était aussi un peu ça s'est déroulé sur plusieurs époques, et c'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup aimé. J'ai été surpris. Je n'attendais pas à ce qu'un roman jeunesse soit, enfin, pas vraiment jeunesse, mais c'est plutôt adolescent. Et c'est vrai que c'est un très très bon roman, et d'ailleurs l'auteur Claudia Gray va bientôt revenir au sein de l'univers Star Wars pour un roman adulte l'année prochaine. Un roman adulte. D'accord. Et donc du coup, ce que disait Danny, donc du coup sur ce roman, parce que du coup moi je pense que je vais me l'acheter aussi. Je voulais pas le prendre parce que j'avais un peu de mal avec le format PKJ, du coup ne serait-ce que d'une manière visuelle dans la bibliothèque, mais du coup Danny m'a fait vachement envie la dernière fois, donc on invite les gens à l'acheter. Et en plus, ce qui est sympa du coup, c'est qu'on a deux visions. C'est un peu un genre de amour impossible, c'est ça, entre deux chemins dans la République différents, enfin dans Star Wars différents. Oui, un personnage qui tout d'un coup qui rejoint la République pendant que l'autre va rester avec l'Empire. Voilà, ces deux amoureux, ils se retrouvent, ils savent pas comment se. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est un Roméo-Juliette, que ça va être gnangnan et tout ça, mais derrière. C'est ce qu'il avait l'air de dire, ouais. Derrière, c'est vrai qu'on a de bonnes. C'est un peu comme les précédents en jeunesse, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des personnages encore qui vont croiser toutes les grandes figures de l'univers, quoi. Et c'est toujours un peu le problème. C'était un peu ce qu'on avait déjà dans la Galaxie de la Peur. Je sais pas si tu les avais lus.
C'est que là aussi, c'est que les personnages, chaque fois, ils se retrouvaient en train de côtoyer les personnages importants de l'univers Star Wars, alors qu'on se retrouvait dans une galaxie comme où il y a des milliards et des milliards et des dizaines de milliards d'habitants. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu cette partie qui est un peu étonnante, mais sinon, c'est vrai que le côté n'est pas aussi romantique qu'on pourrait le croire. Et puis surtout, ce qui est sympa, voilà, c'est que ça se finit à l'époque du réveil de la Force. Non, Ah bon? Attends, je me souviens plus très bien, mais je crois pas. Il me semblait que ça se finissait justement à l'époque du réveil de la Force. Moi, je crois me souvenir que ça se termine un petit peu après la bataille de Jakku. D'accord. Bon, bah écoute, ah oui, donc c'est ça. Non, Jakku se passe quelques années ou quelques mois après le Retour de Jedi. Ah bon, d'accord, ok. Ah bon, bah ok, pardon. Alors donc c'est moi qui ai mal interprété. Alors, ok. Oui, la bataille de Jakku, rapidement, c'est en fait la plus grosse bataille justement après la destruction de l'Étoile Noire. Et ça se passe quelque temps après le Retour de Jedi. Alors, ensuite, on va continuer du coup, toujours pour rester dans l'univers canon, hein, avec les sorties qui nous sont annoncées pour 2016, en fait, concernant les romans, puisque l'univers canon n'arrive qu'en 2016, un peu tardivement. Le premier roman qui va nous être annoncé dans l'univers canon, hein, univers officiel, donc, c'est ce fameux Aftermath qui sort donc le 25 février 2016 chez Pocket. Je vous en donne le synopsis. Alors que l'Empire vacille depuis sa défaite critique de la bataille d'Endor, l'Alliance rebelle, désormais une nouvelle république, pousse son avantage en traquant les forces ennemies éparpillées avant qu'elles ne puissent se regrouper et riposter. Mais en orbite autour de la planète éloignée d'Akiva, un sinistre spectacle montrant la puissance de l'ennemi se déroule. En mission de reconnaissance solitaire, le pilote Wedge Antilles, donc notre rogue leader, observe des destroyers stellaires se réunir comme des oiseaux de proie prêts à tuer. Mais il est capturé avant de pouvoir faire son rapport au leader de la Nouvelle République. Pendant ce temps, à la surface de la planète, l'ancienne combattante rebelle Nora Wexley est retournée sur son monde natal, épuisée par la guerre, prête à retrouver son fils et désireuse de construire une nouvelle vie dans un lieu éloigné. Mais lorsque Nora intercepte l'appel de détresse urgent de Wedge, elle réalise que son temps comme combattant de la liberté n'est pas encore révolu. Ce qu'elle ne sait pas, c'est combien son ennemi est proche, ni la dangerosité et l'importance que sa mission va avoir. Déterminée à préserver, il est long le synopsis, la puissance de l'Empire, les survivants de l'élite impériale convergent vers Akiva, donc la fameuse planète, pour un sommet d'urgence top secret pour consolider leurs forces et préparer une contre-attaque, mais ils n'ont pas compté sur Nora et ses nouveaux alliés, le génie tactique de son fils, un chasseur de primes Zabrak, et un ancien impérial dépravé, qui sont prêts à tout pour faire cesser le règne oppresseur de l'Empire une bonne fois pour toutes. Donc c'est un roman qui se situe justement avant le réveil de la Force, ouais. C'est ça? Oui, mais ça se passe juste après. En fait, c'est un peu l'équivalent de... Enfin, c'est vrai qu'on l'a beaucoup comparé à Trêve à Bakura, parce que c'est le premier roman qui se passe après le Retour de Jedi. Mais encore une trilogie, hein, c'est ça? Ça sera une trilogie, oui. Qui relie l'épisode 6 et 7. Alors on t'écoute, Henri, puisque tu l'as lu. Tu veux que j'en fasse une petite critique, c'est ça? Ah bah oui, complètement, ouais. Alors, je suis un peu mitigé sur celui-là parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses et au final, je me suis retrouvé à être un peu perdu avec tous les personnages parce que c'est vrai que t'avais à la fois les personnages principaux, comme tu disais, avec la fille, la Nora, son fils, il y avait derrière l'império, le chasseur de primes, puis derrière t'avais quelques petits interludes avec des personnages un peu secondaires, et c'est vrai qu'au bout d'un moment j'étais légèrement perdu avec tous les personnages, donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué pour moi de le terminer. J'ai trouvé que tout le début était vraiment très intéressant, puis sur la fin c'est vrai que je commençais un petit peu à peiner. Après, il y a Chuck Wendig a utilisé un style un petit peu particulier qui ne peut pas forcément plaire à tout le monde, c'est qu'il parle non seulement au présent, et en plus derrière il utilise pas mal de phrases très 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 courtes. Donc c'est vrai que ça peut en rebuter certains. Moi j'ai pas eu trop de problèmes, mais c'est vrai que au bout d'un moment ça finit un peu par être un peu fatigant. J'ai entendu pas mal de gens effectivement qui avaient critiqué ça. Alors moi je me rappelle que quand j'avais lu les romans de The Walking Dead, je sais pas si tu les as lus. Non. C'est pareil, c'était des récits au présent. Au début ça m'avait rebuté et en fait ça donnait une impression de dynamisme. Alors après faut voir si c'est bien fait ou pas. C'est que du coup j'avais l'impression que c'était plus punchy. Et alors du coup j'avais entendu aussi l'histoire des phrases hachées, c'est-à-dire que quand il parle en fait, c'est par exemple, je dis n'importe quoi, le croiseur s'arrête, il tire. Enfin, c'est un peu ça, ouais. Mais je me dis ça peut être bien parce que des fois à l'inverse, tu vois, je vois genre Tolkien qui te fait des, alors je vais me faire huer hein, si je critique Tolkien, mais des fois tu sais ces phrases un peu à rallonge, des fois c'est long quoi.
Ça fait tellement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu Tolkien depuis tellement longtemps. Non, mais c'est pour donner un exemple, si tu veux. J'ai rien contre Tolkien, j'adore. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas été tellement. C'est vrai que moi, comme j'ai lu en VO, donc je pense que ça presque quand tu lis de la VO, que c'est pas ta langue maternelle. Je pense que pour moi, finalement, le présent est mieux passé que je l'aurais cru. Après, comme je te dis, c'est des phrases courtes. Au début, ça m'a pas tellement gêné, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça finit par être très très fatigant. Et comme je crois que je l'avais dit lors d'une des présentes émissions, je ne sais plus laquelle, c'était pas une émission littéraire, je crois que c'était une émission générale, c'est vrai que j'avais entendu des critiques comme quoi les gens, les Américains avaient préféré presque écouter l'audiobook, où là, le narrateur avait, les phrases hachées passaient plus inaperçues. Ah oui, bah oui. Mais sinon, au final, c'est vrai que je pense que certains événements un peu insignifiants qu'on a eu dans ce roman-là vont prendre toute leur importance pour la suite. Et donc, je suis quand même curieux de savoir où ça va mener. Mais surtout, en plus, du coup, j'ai l'impression d'une relative déception de la part des gens qui l'ont lu. Ça m'embête parce que moi c'était vraiment le roman que j'attendais et c'est presque un peu dommage de l'avoir. Enfin, j'ai l'impression qu'il est raté. Je sais pas si le mot. Je pense que le problème c'est que les fans en attendent beaucoup maintenant. On attend énormément et quelquefois c'est vrai qu'on attend tellement de la truc des œuvres de qualité que derrière on peut facilement être déçu. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que je pense que les gens se sont dit tiens, ça va être canon maintenant, tout va être merveilleux, tout va être parfait et c'est vrai on aura toujours les défauts qu'il y avait même à l'époque de Légende. C'est-à-dire que tu auras des personnages qui vont pas t'intéresser, l'écriture de l'auteur ne va pas te plaire, le scénario sera peut-être pas forcément avec de l'impact comme on s'y attend. T'as des romans qui faisaient quand même l'unanimité. Et tu vois, je pense que sur un roman aussi important, tu vois, en termes de chronologie, de liens, de beaucoup de choses, normalement ils auraient pas dû le louper, ça aurait dû être une merveille, tu vois. Autant t'as des romans, tu sais, voilà, je sais pas, par exemple, je donne l'exemple de Tarkin, finalement ils auraient loupé Tarkin, c'était pas très grave, tu peux le squeezer. Celui-là, chronologiquement et puis pour lier l'univers Star Wars, il était hyper important. Je trouve ça dommage. Ouais, je l'ai pas lu, hein, mais il me donne l'impression d'avoir été loupé, quoi. Après, encore une fois, comme là, c'est vrai qu'il fait pas l'unanimité, mais d'autres personnes, c'est vrai qu'ils l'ont beaucoup aimé. Moi, des gens qui ont beaucoup aimé. Ah oui, il y a des gens quand même qui l'ont beaucoup aimé. Moi, je suis mitigé. On n'est pas sur du niveau passable nul même d'un Barbara Hambly ou compagnie, quoi. Non, ça c'est sûr. Mais c'est en termes de niveau, si tu devais donner un niveau de qualité, par exemple, par rapport à Lui Légende. Comparé à un autre bouquin de Star Wars, c'est vrai que c'est pas tellement facile. Hein. Je pourrais pas. Ouais. C'est moins bon que par exemple que le Nouvel Ordre Jedi, par exemple. Bah c'est pas pareil. Tu peux pas tellement. Ça serait par exemple Del Rey referait une autre invasion Yuuzhan Vong par exemple qui soit canon. Peut-être que là on arriverait à bien comparer. Mais là c'est vrai que c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes personnages. Donc c'est vrai que j'ai du mal à vraiment savoir comment comparer ça avec un autre bouquin, quoi. Parce que tous les bouquins sont tellement différents que... Si tu devais lui donner une note, par exemple, tu lui donnerais quoi comme note? Oh, c'est pas facile. Disons 12-13, quand même. 12-13, ah ouais. Peut-être 14, mais c'est vrai que c'est pas... C'est vrai que je pense que les gens se disaient c'est le premier roman après Retour de Jedi, ça y est, on va avoir plein de pistes qui vont mener au réveil de la Force. C'est vrai que t'as quand même pas mal de détails sur l'état de la galaxie, plus que dans le comics les vestiges de l'Empire. Donc c'est vrai que ce roman te donne pas mal de pistes. Tu vois, ils ont officialisé la Nouvelle République, c'est pas encore la Résistance, l'Empire est toujours là. Donc c'est vrai qu'il y a Mon Mothma qui devient chef du Sénat actuel et tout ça. Donc elle devient chancelière. Donc c'est vrai que t'as pas mal de petits détails intéressants, mais après c'est vrai que t'as des éléments politiques en gros, c'est ça? Un petit peu, ouais. Mais c'est vrai que le roman se passe tellement loin avant, tellement tôt après l'épisode 6. C'est vrai que t'as pas trop d'éléments de l'état de la galaxie à l'époque du réveil de la Force. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est quoi? C'est plutôt de la bataille spatiale? C'est plutôt quoi? Dans le roman, non, il y a pas tellement de bataille spatiale. Un tout petit peu, mais c'est vrai que ça se passe plus sur la planète, sur Jakku d'ailleurs, si je me trompe pas. Donc t'as quoi? Non, c'est pas Jakku, je sais plus quelle planète l'histoire principale se passe. Eh bien, la planète c'est Akiva. Akiva, voilà, ouais. Mais c'est quoi alors du coup l'action? Ça prend quelle forme, quoi? C'est des armées? C'est quoi?
Bah c'est plus l'Empire, comme tu le disais, l'Empire qui fait une sorte de sommet où ils essaient de savoir où ils vont se diriger par la suite, et c'est Wedge qui s'aperçoit qui était au courant de ça, il se fait capturer, puis derrière c'est plus une tentative de déjouer ce sommet et derrière sauver Wedge. Et est-ce qu'on voit les fameux personnages classiques, quoi, on va dire? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Hein. Ah non, c'est peut-être ça aussi qui ont pu décevoir les gens, quoi. Peut-être aussi, ouais, mais c'est vrai qu'on peut pas non plus se permettre d'avoir que des romans sur Luke, Leia et Han. Oui. Donc c'est vrai que ça c'est pas dérangeant, c'est pas vraiment les personnages qui sont dérangeants, c'est vrai que c'est un peu l'envergure par rapport au reste d'histoire, quoi, qui est un peu ça se passe sur une planète, on espérait peut-être plus avoir plus d'infos sur l'état de la galaxie entière. Oui, parce qu'en plus, à l'époque des romans X-Wing, bah, on voyait pas forcément le Big Three, et c'était très bien, quoi. Mais c'est bien qu'on puisse, déjà que sitôt après l'épisode 6, on retrouve un personnage comme Wedge, et ça peut espérer de bonnes choses à propos, justement, peut-être de nouveaux romans X-Wing. Et donc là, c'est une trilogie, hein, c'est ça? Voilà, ça sera une trilogie. Qui peut-être sera suivie d'une autre trilogie, etc., quoi. On verra bien, parce que c'est vrai qu'on sait pas tellement ce qu'ils vont faire, on sait pas tellement quelle sera la politique de Del Rey, enfin Lucasfilm, Disney et Del Rey par rapport aux romans qui se passeront entre l'épisode 6 et 7. Mais je pense oui, c'est ça, 6 et 7. Mais je pense qu'on en saura sûrement plus au fur et à mesure que la nouvelle trilogie sera diffusée, parce que je pense qu'ils peuvent pas non plus trop meubler cette époque en attendant de savoir ce qui va se passer. Peut-être que ça va être spoilant pour certaines choses. Pas forcément spoilant, je pense qu'aussi ils veulent peut-être pas trop, parce qu'ils se disent peut-être que s'ils font trop d'histoires dans cette époque-là, que ça risque de rentrer en conflit avec les films. Et puis avec des séries télé ou autre. Et puis donc c'est Chuck Wendig donc qui réalise ça et qui écrit. Est-ce que ce sera la suite? C'est lui qui l'écrit aussi? Oui, les 3 seront lui. Les 3, d'accord. Okay. Donc du coup déjà bon, il a une vision d'ensemble. On passe ensuite au mois d'avril 2016. On a cette fois-ci seulement au mois d'avril 2016, c'est-à-dire on est presque un an après, le réveil de la Force, qui va être édité en grand format, donc chez Fleuve Édition. Donc ça, de toute façon Fleuve Noir, Pocket, c'est tout la même boîte. Hein. C'est juste que du coup on va l'avoir en grand format, donc on imagine c'est une première depuis 2005. Ouais, à 25 € à mon avis, un bon petit prix comme ça. Et c'est vrai que ça sera un grand format Star Wars, ce sera une première depuis 10 ans. Parce que le dernier ça avait été publié par les presses de la Cité, c'était le dernier tome, tome du World Jedi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas cru revoir un jour, mais on peut juste espérer, est-ce que ça sera juste pour une novélisation de la trilogie, ou est-ce qu'ils vont sortir, je pense aussi, parce que je pense qu'il doit y avoir un contrat spécial pour ce bouquin-là. Qui sort d'ailleurs qui sortira, juste pour la précision, en VO, en e-book, vendredi prochain. Enfin, vendredi dans 10 jours, quoi, donc la date de sortie américaine, et que le roman papier ne sortira que début janvier chez Del Rey. Et c'est écrit par Alan Dean Foster. Alan Dean Foster, oui, qui avait déjà écrit à l'époque la novélisation de l'épisode 4 d'ailleurs, en 77. Même si c'est le nom de George Lucas qui est écrit sur la couverture. Et du coup, il était bien, moi je l'avais pas lu celui-là. Je lisais pas les novélisations, mais. Bah, la novélisation de l'épisode 4, c'est sûr, comme il a été écrit en 77, ça fait un peu, c'était pas encore le film, donc c'est vrai qu'il y a des incohérences. Je pense que c'est quand même un petit bouquin à lire uniquement pour le fait de voir à quoi ressemblait le film à l'époque. Et bon, après, c'est vrai que c'est pas forcément c'est loin d'être la meilleure novélisation écrite. C'est difficile finalement d'en dire quelque chose. Le seul reproche qu'on pourrait faire, c'est que ça arrive si tardif, parce que si le roman il sort juste là à cette période, ils auraient très bien pu le traduire bien avant, quoi. C'est ça qu'on pourrait reprocher. Je pense qu'il y a pas mal de restrictions. Je pense que Lucasfilm doivent tellement garder le truc sous le coude que ils vont envoyer le fichier que dans quelques temps, et puis ils feront plus vite, quoi. Tu crois qu'ils avaient peur qu'il y ait des fuites, quoi, en fait, Ah oui, je pense aussi, ouais. C'est-à-dire avoir un minimum de gens qui suivent le truc pour pas que ça fuite, quoi. Et donc du coup, finalement des romans officiels, on en a pas tant que ça, hein. Parce que si on enlève la novélisation, ça nous en fait 4 qui sortent. Et au mois d'août 2016, donc pour vos vacances, pour la plage, vous aurez la possibilité de lire Tarkin, mais qui est sorti il y a donc par James Luceno, James Luceno qui est un auteur quand même connu et reconnu de l'univers Star Wars, et qui continue de jouer le jeu, et pour notre plus grand bonheur, moi je me rappelle avoir lu du Luceno, généralement c'est très très bon, quoi. Moi d'ailleurs le premier roman que j'avais lu de Star Wars, c'était Luceno, c'était Dark Lord avec Dark Vador, que j'avais trouvé vraiment une grosse claque. C'est ça qui m'avait foutu sur lui, quoi. Donc, c'est dire.
c'est vrai que celui-là, malheureusement, encore une fois, c'est que Lucino est connu pour faire des allusions un peu à l'ancien UE, enfin, pour faire des allusions à l'UE, quoi, enfin, à l'univers légende dans ses bouquins. Donc c'est vrai que celui-là, comme il a été un petit peu plus restrictif, c'est vrai qu'il m'a un peu moins intéressé que les précédents. Il est pas mal, hein, je le conseille bien, c'est un bon bouquin, t'en sais plus sur Tarquin, ça lui donne un petit peu pas vraiment une humanité, parce que c'est vraiment une personne un peu terrible, mais c'est vrai que ça approfondit bien ce personnage. J'ai bien aimé ça, j'ai trouvé que c'était un bon bouquin, mais c'est vrai que derrière, à la fois Luceno il essaie de remettre quelques détails par rapport à ce qui existait déjà avant, pour un peu rendre canon certains trucs, mais de l'autre côté, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a été un petit peu bridé. Ouais, bah, disons que oui, effectivement, lui, il avait une grosse plus-value aussi parce il connaissait l'UE par cœur, hein. Il était capable d'aller chercher, enfin, il y avait pas que lui qui le faisait, hein, mais ils étaient capables d'aller chercher des choses un peu partout et ça donnait une plus-value pour les gros fans. Et là, finalement, de mémoire, c'était un des tout premiers romans, hein, de l'UE officiel, non? Si ce n'est le premier? Oula, je ne sais plus, en fait. Il me semble que c'était le tout premier qui était sorti de l'univers officiel. Non, c'était A New Dawn, le roman de le rebelle. Ouais, mais ça c'est A New Dawn, c'était le roman de Star Wars autour de Kanan. C'était lui le premier. Ah, c'était lui. Bon, en tout cas, c'était dans les premiers, quoi. Oui. D'ailleurs, A New Dawn, petite parenthèse, moi je suis super déçu qu'ils le sortent pas. C'était vraiment quasiment le roman que j'attendais le plus. Je sais pas si c'est à tort ou à raison. J'ai pas été très enthousiasmé par ce roman. Ah ouais, bon. C'est vrai qu'encore une fois, si tu t'intéresses au personnage, je trouve qu'il est pas mal, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai pas réussi à me lancer réellement dedans, dans ce roman-là. Et alors, donc voilà. Et Tarkin, tu pourrais nous dire, parce que du coup, je vais peut-être pas lire les synopsis finalement, parce que c'est assez peu évocateur. Malheureusement, ça serait peut-être quand même un petit peu, parce que c'est vrai que je m'en souviens pas énormément je me souviens juste que j'étais un peu déçu, parce que si je me souviens bien, ça commençait bien, puis tout d'un coup, après, Tarkin passe la moitié du roman à rechercher son vaisseau qui a été volé. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, quoi. Bah là, du coup, dans le synopsis, il nous est pas précisé grand-chose, hein. Voilà. Il nous dit que donc du coup, il y a une insurrection qui demeure une menace réelle, qu'il y a des escalades d'attaques violentes menées par des forces de résistance, donc c'est-à-dire les rebelles, hein, ainsi qu'une nouvelle preuve de conspiration séparatiste, qu'il y a un danger immédiat auquel l'Empire doit répondre brutalement. Bon, en gros, il y a pas grand-chose. Pour éliminer un groupe de revendicateurs de la liberté, l'Empereur se tourne vers ses deux meilleurs agents, Dark Vador, le très craint Sith, aussi mystérieux qu'impitoyable, et Tarkin, dont le sens tactique et l'efficacité paveront le chemin de la suprématie de l'Empire et l'extinction de leurs ennemis. On peut supposer dans le synopsis qu'il va y avoir une opposition entre les deux, hein, j'imagine, peut-être comme on voit, et comment l'Empereur les fait s'affronter psychologiquement l'un l'autre, peut-être. Bah là, encore une fois, je dis vrai que les détails, c'est vrai que j'ai pas un grand souvenir, c'est vraiment que là, tu m'en reparles, je m'en souviens. Je me souviens juste de cette histoire du vaisseau du vaisseau de Tarkin, le vaisseau personnel de Tarkin qui a été volé et qui passait une majorité de partie du roman à partir à sa poursuite. C'est vrai qu'après les détails plus précis, c'est vrai que je me souviens même pas que Vador était dans ce roman. C'est pour te dire. Ah ouais, donc ouais, peut-être que ouais, du coup c'est vraiment et du coup est-ce que la personnalité de Tarkin est bien développée, etc. Ah bah ça c'est sûr, la voix le personnage a été super bien capturé, ça c'est du Lucino, hein, faut pas en douter. Puis derrière, en plus, comme si tu connais un petit peu juste les 2-3 épisodes où Tarkin apparaît dans Rebelle, c'est vrai que ça fait pas mal un bon petit rajout à ce personnage-là par rapport à ce qu'on voyait dans l'épisode 4. Du coup, si tu devais donner une note, Henri? Oh, je dirais un bon 14. Il me fait partie d'un de comme c'est vrai mais c'est faux que je m'en souviens pas des détails parce qu'il fait quand même partie d'un de mes préférés de ce nouvel de l'univers canon. Bon, en tout cas donc du coup voilà, on peut s'en réjouir. Au mois d'octobre 2016, ils vont nous sortir Lords of the Sith, hein, donc je recommande. Ah, il est bon. Ah, j'ai beaucoup aimé celui-là, je crois donc, que en plus, il est écrit par Paul S. Kemp, c'était aussi un auteur de l'UE légende, hein. Oui, qui avait, je crois, si je me trompe pas, il a écrit du Old Republic, je crois, si je me souviens bien. Je me demande s'il avait pas fait du... C'est pas lui, Cross-Current, peut-être, non? Ouais, il me semble, ouais. Je me rappelle plus exactement, mais bon, oui, voilà. Enfin, c'est un nom qui est déjà connu chez Star Wars. Donc, du coup, ça fait plaisir de voir un peu d'enthousiasme, Henri. Ah bah, si je me souviens bien, je crois que c'est mon roman préféré de canon pour l'instant. D'accord. Et donc, du coup, il se passe donc sur Rylot, hein. Et donc, ils disent que donc, Rylot, dans le synopsis, hein, que c'est une planète qui est cruciale pour l'Empire qui grandit, notamment en termes de sources d'esclaves et de narcotiques, connu sous le nom d'épices, hein, dont on entend souvent parler.
une résistance agressive est née, menée par Sham Syndulla. Alors, ce qui est pas mal, c'est que Sham Syndulla, c'est un personnage qu'on connaît, c'est un Twi'lek qu'on connaît, puisqu'il était dans Rebels. Ouais. Non, il était dans The Clone Wars, pardon. Et c'est le père de Hera, justement, qu'on voit dans Rebels. Voilà, je l'ai appris hier soir quand on a fait le Star Wars Rebels, c'est Loïc qui me l'a dit. Il me dit, du coup, c'est la fille de Sham Syndulla. J'ai dit, bah oui, effectivement. Ouais. Et donc c'est un combattant idéaliste de la liberté, et Isval, un ancien esclave revanchard, mais l'empereur Palpatine est bien décidé à contrôler le monde assiégé et ses précieuses ressources. C'est vrai que les Twi'lek ils bouffent tout le temps, hein. Que ce soit grâce à la puissance politique ou la puissance de feu, et donc etc. Pour Syndulla et Isval, c'est l'opportunité de frapper au cœur de cette dictature sans pitié balayant la galaxie. Pour l'empereur Dark Vador, Ryloth devient plus qu'une simple affaire d'insurrection à régler. Donc voilà, donc on va imaginer donc c'est l'opposition entre Ryloth, hein, c'est ça, et puis donc l'Empire, c'est ça. Bah c'est plutôt le petit groupe de résistants justement mené par Sham Syndulla, plus que la planète elle-même. Mais c'est vrai que c'est un roman, il est très bon, j'ai beaucoup aimé. Le problème c'est que le personnage d'Isval, j'ai trouvé qu'il était tellement c'est pas un mauvais personnage, hein, je dis qu'ils l'ont bien approfondi, lui ont donné une bonne histoire personnelle. Isval c'est qui alors? C'est une amie de Sham Syndulla qui est amoureuse d'elle, si je me souviens bien. Amoureuse de lui, hein. Oui, c'est une Twi'lek aussi. Oui, si je me souviens bien, oui. Mais je veux dire que, je sais pas, ils l'ont rendu un peu tellement froide, un petit peu, tellement marqué par les événements qui se sont passés dans sa vie précédente que je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher à ce personnage-là. Donc c'est vrai que j'étais presque en train de dire, j'espère que Vador et Palpatine vont s'en débarrasser. Et c'est une ancienne esclave, hein, c'est ça? Voilà, c'est vrai que ça l'a un peu marqué. D'ailleurs, à un moment, elle sauve une autre Twi'lek qui est un peu, on va le dire clairement, un peu prostituée. Et en fait, elle se retrouve complètement à battre presque à mort un officier impérial qui était en train de partir avec elle. Donc c'est vrai que je me dis, même si on a les officiers impériaux, ils sont pas tout noirs ou blancs, je me dis qu'elle était peut-être allée un petit peu trop loin, parce que on sait très bien que tous les impériaux ne sont pas non plus pro-impérial, enfin pro-Palpatine, ou qui savent exactement ce qui se passe dans la galaxie. Donc c'est vrai que je me suis dit qu'elle abattait cet officier impérial qui était presque, peut-être pas forcément innocent à 100%, mais je veux dire qu'il ne méritait peut-être pas un tel traitement. Ouais, bon, après, on peut imaginer que sous la colère, quand t'as un certain passif, etc. Mais c'est vrai que, je sais pas, sur le moment, je l'ai trouvée tellement froide que j'ai vraiment eu du mal à m'attacher à elle. Oui, alors après, le but, c'est peut-être pas forcément que tu t'attaches à elle, hein. Il y en a qui ont beaucoup aimé, qui ont trouvé justement cette facette d'elle intéressante. Moi, j'ai eu du mal, donc c'est vrai que, mais c'est vrai qu'après, il y a des terribles moments, surtout vers la fin entre Vador et Palpatine, c'est tellement énorme que c'est vraiment... Ah ouais. Et chronologiquement, ça se passe quand, alors? Tu me poses toujours les cols que chronologiquement, si je me trompe pas, c'est en l'an -14. D'accord, donc c'est à l'époque de la guerre des clones. Non, je suis con, oui, puisque s'il y a Dark Vador, je suis bête. Oui, c'est après épisode 3, donc c'est... -17. Donc 2 ans après l'épisode 3. D'accord. Et ça se passe aussi, juste avant Tarkin. Et peut-être que la Isval, c'est peut-être la mère de Hera, non? On nous le dit peut-être pas, ça. Ah non, je crois. Non, il a déjà son enfant. D'accord. Ah, donc, du coup, on voit Hera, du coup. Non, on en parle simplement. Si je me souviens bien, on la voit pas. On en parle juste, on mentionne juste son existence. D'accord. Donc, du coup, toi, t'as vraiment bien. Mais alors, par contre, il y a pas de Jedi. Non. Ah ouais, donc ça peut être intéressant, par contre, de voir les résistants qui s'opposent à ça. Non, mais c'est vrai que là, comme tu le racontes, ça fait vachement envie. En plus, Ryloth, les Twi'lek, je trouve ça vraiment bien vu. Si tu devais donner une note, tu donnerais quoi comme note, Henri? Un bon 16, hein. 16, 17, je te dis que je crois que c'est un de mes romans préférés de cet univers canon pour l'instant. D'accord, donc du coup, bonne émission. Enfin bon bilan. Bon roman. Donc écoute, moi ça me donne vachement envie. Du coup, c'est bien. Là, ça me rassure. Je me rappelle que Henri Danny l'avait écouté aussi en audiobook. Il avait dit que c'était vraiment sympa. Donc c'est d'ailleurs dommage que nous on n'ait pas d'audiobook en France. Ouais. Ça c'est vraiment une déception quand même. C'est pas non plus un truc aussi répandu qu'aux États-Unis où les gens ont tellement peu de temps pour lire qui aiment pas forcément lire non plus, donc c'est vrai qu'ils passent plus de temps plus à écouter qu'à lire.
Ouais, c'est vrai que c'est dommage, mais bon, ça c'est beaucoup plus de boulot, quoi. Parce que j'avais essayé d'en écouter 2-3 un peu en VO. C'est vrai qu'en plus t'as la musique, t'as les bruitages. Ah bah c'est un peu l'avantage des audiobooks Star Wars, c'est qu'ils sont tellement mieux qu'un audiobook de n'importe quel autre bouquin, parce que comme tu dis, t'as la musique, t'as les bruitages, t'as tout ça, alors que c'est vrai que les autres audiobooks américains, souvent c'est une seule personne et t'as juste la personne qui lit le roman non-stop et t'as rien derrière. Donc c'est vrai que j'ai jamais réussi à terminer un audiobook américain autre que Star Wars. Très bien. On passe à notre dernier roman en décembre 2016, dernier roman canon, qui s'appelle Dark Disciple, donc de Christie Golden. Christie Golden, elle avait également écrit sur l'univers légende. Oui, il avait travaillé sur les dernières séries, Fate of the Jedi. Ouais, exactement. Et donc du coup, c'est un roman donc dans lequel nous allons retrouver notre cher Quinlan Vos et Asajj Ventress. Donc ça se passe si j'ai bien compris, ça se passe à l'époque de la guerre des clones. Oui, c'est ça. Alors raconte-nous un petit peu ce qui se passe, Henri, dans ce roman. Chaque fois, tu me poses les questions de ce qui se passe. Et je m'en souviens pas, je me souviens de certains détails, mais c'est vrai que la précision du synopsis, c'est vrai que je me souviens, si je crois que je me souviens. Alors, pour te rafraîchir la mémoire, voilà. Donc du coup, on nous parle de Dooku, donc. Ah oui, c'est ça, ça, je me souviens, ils souhaitent assassiner Dooku. Et en fait, donc aussi bien Quinlan Vos et Asajj Ventress. Voilà, en fait, Quinlan Vos, c'est lui qui se propose, ou alors il est désigné, je ne sais plus. Et c'est vrai que comme Asajj Ventress était l'ancienne apprentie, ils se disent qu'ils vont pouvoir il va pouvoir être allié avec elle pour pouvoir monter un coup et arriver justement à tuer Dooku. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, au début. C'est Quinlan Vos qui va chercher Asajj Ventress. Si je me souviens bien, ouais. Je sais plus si c'est un conseil si c'est demandé par le conseil ou si c'est Quinlan Vos qui trouve l'idée lui-même. Mais en tout cas, je sais qu'ils finissent par faire équipe. Au début, Ventress ne sait pas très bien qui il est. Ne nous dis pas si l'un des deux meurt, par contre. Mais c'est vrai qu'ensuite il se rapproche et c'est vrai que ça approfondit énormément le personnage de Ventress. Ça lui donne tout à fait une part d'humanité, même si on a du mal un peu parce que c'est vrai qu'elle se rapproche de Vos sentimentalement, donc c'est vrai que c'est une facette qu'on n'aurait jamais cru voir d'elle, et il la présente un peu comme une belle jeune femme, donc c'est vrai que ça aussi, on n'a pas l'impression un peu pâle mais belle. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. On a du mal à l'imaginer comme ça, mais après, pourquoi pas, mais c'est vrai que... Peut-être qu'elle se fait... Sur le roman, on voit qu'elle a des cheveux, donc peut-être qu'aussi elle se fait repousser les cheveux, qu'elle redevient un peu plus féminine, on sait pas, peut-être que... Il y a de ça, mais c'est vrai qu'il y a une très très bonne alchimie entre les deux personnages, et c'est le deuxième meilleur roman pour moi du canon actuel. Et puis, les deux personnages sont un peu dark en plus, quoi. Voilà. Bien que, effectivement, j'avais un peu peur avec Quinlan Vos parce qu'il l'avait transformé un petit peu en hippie. Dans Clone Wars, et j'avais un peu peur. Pourquoi il fume des pétards dans le... Non, dans Clone Wars, je veux dire qu'il était un petit peu, il était un petit peu guiré, il était un peu blagueur, il avait l'air de sortir un peu de la plage à Hawaï. C'était le surfeur de Star Wars. Voilà. Et c'est vrai qu'on reconnaissait pas le personnage de l'univers étendu qu'on connaissait, mais là, ils ont réussi à faire un petit peu mélange où il devient un peu plus noir, et il se passe vraiment des trucs, on sait pas, après on finit par ne plus savoir dans quel camp il se trouve, et c'est vrai, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait, il y avait vraiment une humanité à Asajj Ventress qu'on n'a jamais cru avoir avant, et je pense que ça aurait dû, je sais pas comment ça aurait pu donner en dessin, enfin en animation, mais c'est vrai que je pense que le roman a permis une certaine maturité à l'histoire qu'on n'aurait peut-être pas pu forcément avoir correctement en animé pour enfants. Et surtout que ce qui est vachement bien joué, c'est que surtout tout le monde disait Asajj Ventress, on sait pas ce qu'elle devient, Quinlan Vos non plus, du coup là c'est vraiment génial, quoi. C'est-à-dire que finalement il y a plein d'intrigues qu'ils avaient pas finalisées dans The Clone Wars, comme Ahsoka, comme les clones, comme Ventress, et en fait on les retrouve dans plein de supports finalement. Ouais. Et c'est l'occasion. Et vraiment, je trouve que là, c'est vraiment intelligent de faire ça, parce que des fois, tu suivais des personnages que tu connaissais pas, dont t'avais rien à foutre, que là, c'est vraiment, ça donne vraiment une bonne idée, c'est-à-dire d'aller voir ces personnages, comment ils évoluent, peut-être leur donner une fin ou pas, savoir peut-être refaire un pont pour en faire autre chose. Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien joué. Moi, le synopsis du coup me donne vachement envie. Si tu devais mettre une note, Henri. Ah, je lui donne un bon 15. Un bon 15. Je sais plus combien j'avais donné, j'ai déjà oublié ce que j'avais donné pour Lords of the Thief, mais c'est vrai que je lui donne, je sais pas, un point ou deux. T'avais mis 16. Oui, donc voilà, donc un 15.
D'accord. Donc ça veut dire qu'en gros, à partir du mois d'août, ça va commencer à devenir bien, quoi. Oui, sauf qu'entre temps, il y aura tellement déjà de nouveaux bouquins VO qui vont être sortis que malheureusement, il y aura encore... pour ceux qui font la VF, c'est à partir du mois d'août, il faut commencer d'y aller, quoi. Voilà. Et vous aurez encore pas mal de retard parce que c'est vrai que... Ah bah on aura forcément du retard. Hein. D'ailleurs, moi je trouve ça un peu lamentable que d'ailleurs ils aient recommencé à sortir de l'UE Légende. Les gens vont être perdus, je trouve, surtout même sur la série de jeunesse. Je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. Bah, la preuve, c'est qu'ils sont déjà obligés, comme tu dis, ils sont déjà obligés de passer A New Dawn à la trappe. Parce qu'ils sont obligés déjà, comme à l'époque de Légende, c'est qu'ils sont obligés ils peuvent pas tout publier. Bah oui, non mais je trouve que c'est vraiment dommage, quoi. Bon, par contre là, les quelques-uns qu'ils ont lancés, du coup, moi celui que j'attendais le plus, c'était Aftermath. Et puis finalement, d'après ce que tu en dis, puis d'après les critiques que j'ai vues, bah c'est peut-être pas celui que j'attends le plus. Je l'achèterai quand même. Hein, oui, je pense que c'est quand même un bouquin à lire si tu t'intéresses un petit peu à l'état de la galaxie après le Retour du Jedi. Mais j'aurais préféré, toi, tant qu'à faire, qu'il foire un roman comme Tarkin. Ouais. Tu vois, parce que finalement, tu peux largement t'en passer, quoi. Parce que moi, si je devais vraiment Tarkin, pour moi, c'est le 3e de la liste. Puis après, je mettrais Aftermath. C'est vrai qu'après, le dernier aussi qui n'est pour l'instant passé aussi à la trappe, c'est Heir to the Jedi, qui est avec Luke. Il est pas mal. Il y a un très bon personnage féminin qui avait été créé pour ce roman. Je trouvais qu'il y avait une très très bonne alchimie aussi entre ces deux personnages. Mais après, c'est vrai que il apporte pas tellement, quoi. Ce roman-là, c'est vraiment il devait faire partie de la 3e, c'était le 3e roman de la série Empire and Rebellion de l'époque Légende. Ça devait être le 3e bouquin, ils l'ont retransmis, c'est vrai qu'il a pas tellement d'impact. C'est vrai, comme j'avais dit dans une précédente émission, il a plus d'impact quand même maintenant qu'il est passé dans le canon que s'il avait été dans Légende. Mais c'est vrai que c'est pas un roman, voilà, c'est une histoire avec Luke et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas tellement de répercussions sur la suite. Donc c'est vraiment, je pense que pour moi c'est sûrement le moins important du canon pour l'instant. Ouais, c'est dommage. Puis je mettrais un petit peu au-dessus, tout petit peu au-dessus New Dawn que je n'ai pas vraiment apprécié. Mais c'est vrai que pour moi, Lord of the Sith et après Dark Disciples, ce sont les deux plus importants qui sont sortis jusqu'à présent. Et en dehors de A New Dawn, il y a quoi d'autre comme roman important qui va nous manquer encore? Ah bah pour l'instant ils sont tous. Ah ils sont tous. Donc voilà. Il manque que New Dawn. A New Dawn et Heir to the Jedi. Ah, Heir to the Jedi, d'accord. Et là, ça va raconter quoi, Heir to the Jedi, rapidement? Bah, je te dis, c'est une histoire avec Luke, encore une fois, je te dis, je sais plus exactement. Et puis donc, New Dawn, c'est les débuts de Hera et Kanan, comment ils se rencontrent. Voilà. Et ça donne vraiment du coup, en fait, ce qui est pas mal, c'est que pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus sur Kanan, entre les comics et puis les romans, ils vont pouvoir avoir toute l'histoire de Kanan. Voilà, ça fait une bonne, un truc intéressant pour ceux qui aiment beaucoup ce personnage. Là, c'est sûr qu'on a un bon approfondissement de sa personnage qui est d'ailleurs très apprécié, hein, d'ailleurs. Ouais. Autant par les gamins que même par les adultes. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, presque Pocket, là, ce qui va sortir, bon, c'est vrai qu'ils vont déjà sortir la réalisation de l'épisode 7 l'année prochaine, mais c'est vrai que, par exemple, le roman Battlefront qui sort qui vient de sortir en Amérique, je sais pas est-ce qu'il va sortir en VF, c'est moins sûr, parce que après, c'est un roman autour d'un jeu, du jeu qui sera déjà sorti depuis tellement de temps, il y aura tellement de trucs autour des films que je serais pas étonné que ce soit un autre roman qui passe à la trappe. Bah écoute, je suis pas sûr parce que moi je me rappelle que justement les Républiques Commando n'étaient pas forcément tous sortis dans les temps et que mais là c'était une série. Oublie pas que c'était une série, donc il y avait mais ils étaient vachement bien. Et je pense que s'il est de qualité, en tout cas j'espère qu'ils le sortiront, quoi. Donc finalement on aura un an de retard, quoi, comme avant. Ouais. Et puis après, l'année prochaine, donc les sorties VO, c'est donc en janvier la réalisation de l'épisode 7. Il y aura donc le fameux New Republic Bloodline qui sort en mars, justement, écrit par Claudia Gray. Et puis le deuxième Aftermath, Life Debt en mai. D'accord, d'accord. Donc forcément... Et de toute façon, on sera à la bourre, quoi. Bah, c'est vrai que finalement, il y en a que 5 dans l'année. Donc c'est vrai que si Pocket en sort 6, on peut, au fur et à mesure, sur plusieurs années... Enfin, pour l'instant, en tout cas, cette année, en 2015, il n'y a eu que 5 romans grand format. Donc, mais après, faut voir ce que va faire si Panini, si Pocket en sort 6 par an qui passent vraiment qu'au canon, il n'est pas impossible qu'on puisse doucement rattraper, si ça continue comme ça pendant quelques années, c'est pas impossible qu'on puisse que les lecteurs VF rattrapent un peu leur retard. Mais après, faudra voir comment ça va se passer.
Alors rapidement justement sur l'UE Légende aussi, Pocket en profite justement pour ressortir la série en Pocket jeunesse des Rebel Force. Donc on a 6 tomes. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement de ces 6 tomes de manière générale? On va pas prendre les synopsis de chacun. Non, bon, c'est une série jeunesse aussi qui se concentre sur les personnages principaux. Donc c'est Han, Leia et Luke. Et en fait c'est un assassin c'est un assassin qui a été qui a oublié, qui ne sait rien de son passé, tout ça, qui a été avec un lavage de cerveau, qui est envoyé à la poursuite de Luke. Et Luke, c'est un peu 6 tomes où il doit un peu échapper à cet assassin. Il rencontre d'autres personnages. Il y a un ancien Jedi qui connaissait Obi-Wan aussi, qui connaît enfin, je veux pas trop spoiler parce que mais c'est pas une série c'est une série à lire quoi. Si tu veux un petit peu encore retrouver un peu un truc un peu rapide, ça c'est très rapide à lire, ça c'est du jeunesse quoi. C'est très court mais c'est pas mal, c'est un truc intéressant si tu veux avoir plus enfin après, c'est vrai que t'as tellement lu le roman sur Luke en Leia qu'après, si t'as une overdose, je dirais, ne lis pas, c'est pas un truc indispensable, mais si tu veux je pensais même pas les acheter, hein. Bah, c'est une série légère, si t'as le courage, si t'as envie, pourquoi pas, je dirais. Après, sauf que le fait qu'elle soit légende, en plus. Voilà. C'est vrai que maintenant, ça a moins d'intérêt. Et, si tu devais donner une note? 12. Pour l'intégralité de la série, 12. Ouais, parce qu'il y a des romans un petit peu plus longs que d'autres, donc il y a plus d'action, mais c'est vrai que c'est pas un truc comme ces jeunesses, ça approfondit pas énormément les personnages, quoi. Ça approfondit pas les personnages, voilà. Ça apporte rien à l'histoire, et en plus c'est même plus canon. Voilà, comment là c'est torché. Donc, et puis sinon, on a également dans l'UE Légende 2 autres romans qui vont nous sortir, donc c'est un peu une duologie. Alors on a le Death Troopers qui va sortir en avril 2016, donc c'est Star Wars au pays des zombies. Et on a Red Harvest en juin 2016. Le premier étant sorti en VO, c'était Death Troopers, qui se passait à l'époque donc de la trilogie originale, alors que le Red Harvest qui est sorti après se passait avant, à l'époque de l'Ancienne République. C'est ça. On est d'accord? D'ailleurs, Pocket le sort dans cet ordre-là. D'abord Death Troopers et après. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est une bonne solution parce que c'est vrai que je conseillerais plus de lire. D'ailleurs, il faut mieux lire, je dirais, Death Trooper avant Red Harvest, même si chronologiquement, ça serait l'autre ordre serait plus logique, mais en fait, c'est que, au moins, Red Harvest, Death Trooper te permet d'avoir la surprise de la chose. Alors que Red Harvest t'explique un peu les raisons du pourquoi. Donc c'est vrai que si t'en sais un peu trop d'abord, c'est vrai que ça t'empêche d'avoir, tu perds un peu la surprise du roman lui-même. Bien, j'ai beaucoup aimé Death Trooper, sauf que effectivement, je sais pas si le synopsis il y a Chewbacca, voilà, et Han Solo, donc c'est vrai que c'est un peu qui vont pas se faire bouffer. C'est un peu le gros point noir de ce roman-là. Il y aurait pas eu Han Solo et Chewbacca, c'est vrai que ça te permet d'avoir des doutes un peu sur tous les autres personnages, mais c'est vrai que d'avoir leur présence, tu te dis déjà, bon, au moins tu sais que eux vont survivre. Donc c'est vrai que ça a un peu apporté c'est un peu le point noir de ce roman-là. Mais sinon, moi j'ai beaucoup aimé, c'était un peu nouveau à l'époque, j'ai beaucoup aimé. L'autre est moins bien. Je trouve que c'était en gros la période Walking Dead. Voilà. Bon. C'est vrai que Red Harvest c'était pas mal, mais c'est vrai que c'est un peu l'effet où tu expliques les pourquoi de la chose, donc tu perds un peu l'effet étrange. Et puis dans Red Harvest, t'auras du sabre laser, alors que dans Death Troopers, tu dois pas en avoir. Ah non, pas du tout. Donc c'est du blaster. C'était vraiment Death Troopers, c'est un huis clos, ça se passe dans une prison impériale, donc c'est vrai que c'était vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé, à part évidemment, comme je te disais, à part la présence de Han et Chewbacca. Ouais. Alors du coup, après il fallait du coup aussi dire que c'était quand même du Star Wars, c'est-à-dire s'il y avait pas de sabre laser, bon peut-être qu'ils avaient besoin de ça. Oui, c'est ça, je pense aussi. T'aurais supprimé Chewbacca et Han, ça aurait pu être n'importe quel autre roman de SF se passant dans l'espace avec de l'horreur. Donc moi, alors du coup, la manière dont je les vois, finalement, je suis quand même assez enjoué par ces 2 titres, même si c'est du légende, parce que finalement, dans tous les cas, c'est pas plus mal que ce soit du légende, puisque moi je les vois plutôt comme un what if. C'est-à-dire comme un univers alternatif, un peu comme les Ultimate quand tu lis du Marvel. Tu sais qu'il y a l'histoire des zombies. Enfin, j'ai pas lu, mais que voilà, c'est assez peu. T'aurais du mal à l'insérer dans les histoires de Star Wars, mais ça peut être et si on avait des zombies dans Star Wars, voilà ce que ça pourrait donner. Surtout que ça fera pas avancer l'histoire, mais c'est juste tu passes un moment sympa. Et puis c'est assez sympa aussi de nous faire un roman d'horreur finalement. Ouais.
Mais ça, c'est vrai que je comprends pas la politique de Pocket, pourquoi tout d'un coup sortir ça maintenant. Bah, pour moi, voilà. Moi, ça se justifie parce que pour moi, dans ma tête, c'est un what if. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que si le premier Death Trooper suffit aux gens et qu'ils veulent pas savoir les raisons du pourquoi, moi, je dis largement, Red Harvest n'est pas obligatoire à être lu. Si le premier vous suffit, arrêtez-vous là si vous n'avez pas envie, à moins que vous soyez un peu comme moi, complétiste et vous voulez vraiment tout savoir sur ce qui se passe avant, mais c'est vrai que... Ouais. Moi, je pense qu'on commencera dans une période très Star Wars. J'aurai envie de lire du Star Wars, donc ça va très bien tomber, quoi. Donc c'est impeccable. Moi, je trouve que ce planning de Pocket, moi, me sied bien. Il y a juste à la place des Rebel Force, hein, donc le roman jeunesse qui sort, il y en a un tous les 2 mois. Moi, j'aurais dégagé ça, puis j'aurais mis New Dawn et puis peut-être le roman Battlefront. Bon, après, voilà, on va pas trop se plaindre puisque globalement, c'est pas trop mal, quoi. Donc voilà, bah, je pense que Henri, on a fait à peu près le tour hein, de notre. Ouais. Ah oui, tu n'as pas mis de notes à ces 2 romans, Henri. Ah oui, les notes. Alors, disons, Death Trooper, je lui donnerais on va dire 14, bon 13, peut-être 12, 13, 14, je sais pas vraiment, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est vrai que sur 20 t'as juste 20 possibilités comme je donne. C'est vrai que ouais. Vrai après tu peux mettre la même note à deux romans. Oui, mais c'est vrai que quand tu mets un roman que t'as beaucoup plus aimé, que tu mets mets 13,5 si tu veux. Oui, c'est vrai que parce que c'est vrai quand tu mets un très bon roman, que tu mets un 14, 15 et puis derrière t'as un roman que t'as un peu moins aimé mais que tu mets quand même une note presque pareille, c'est vrai que t'as du mal un peu à bien savoir comment. Ouais, je sais bien. Une idée, parce que c'est vrai que Red Harvest, comme il est un peu moins bon, j'ai pas non plus le descendre à 10 parce qu'il vaut quand même plus qu'un 10. Et je peux pas non plus bah mets-lui 11. Je trouve qu'il vaut un peu plus, disons 12, et je dirais 14 pour entre les deux, disons pour les prendre séparément par rapport à mes autres notes, disons. D'accord. Disons 14 pour Death Troopers et 12 pour Red Harvest. Pour Red Harvest. Et donc du coup dedans on a Dark Scabros, c'est ça? Oui, il donne quoi? On le connaît ou pas? Non, c'est pas un... Non, non, c'est un nouveau personnage. Ouais, d'accord. Ok. Donc du coup on est vraiment sur des trucs indépendants. Voilà. Juste pour le plaisir. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Du coup, toi, les romans que t'attends surtout là maintenant, c'est quoi? C'est Battlefront? Que je dois lire, oui, c'est Battlefront. Ouais. Et puis. Après, ça sera l'épisode 7. Mais c'est vrai que j'aurais eu plus d'anticipation si on l'avait eu avant le film. Et puis après, c'est Aftermath. Non, il y aura d'abord le roman New Republic Bloodline, comme je te disais, écrit par Claudia Gray. Celle qui a écrit Lost Stars. Lost Stars, d'accord. Ça, je sais pas encore très bien de quoi ça va parler, mais c'est vrai que anticipation de romans qui arrivent, c'est vrai que c'est pas non plus comme l'anticipation que je pouvais avoir à l'époque des prochains New Order Jedi ou Legacy of the Force ou Fate of the Jedi. À l'époque, on nous annonçait des sagas de 20 tomes, donc forcément, tu te doutais ce qui allait sortir. C'est pas plus mal, ça, voilà. C'est vrai que, mais je sais pas, pour l'instant, je sais pas, même Aftermath, j'ai pas une grande anticipation pour les prochains bouquins, me disant, vite, j'ai vraiment envie de le lire, quoi. Ah si, il y a aussi un truc, moi, qui me fait envie, c'est les Tell Us Of, tu sais, des bestioles de l'épisode 7. Ça, ouais, bon, c'est peut-être... T'as lu ou pas? Non, c'est des petites nouvelles qui sont sorties séparément. Je crois qu'ils vont sortir justement un recueil, je pense. Voilà, un recueil, ouais, un petit peu plus tard. Donc, mais c'est vrai que la grosse anticipation, c'est vrai que j'avouerais que je serais plus excité par des bouquins justement qui se passent avant l'épisode 1, quoi, de vraiment relancer un peu la Nouvelle République, l'ancienne République. Mais je pense que, à mon avis, ils vont le garder vierge pour l'instant. Parce que si jamais, quand ils auront fini tous leurs films, s'ils vous qui piochent ailleurs, peut-être que ça pourrait être pas mal de voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai qu'Aftermath m'a un petit peu refroidi faudrait vraiment qu'il fasse. Je sais pas pour ce qui se passe après le 6. Voilà. Je sais pas encore comment je peux être excité, quoi. Et regarde, tu vois, il y a pas mal de romans aussi qui se sont raccrochés à The Clone Wars, à Rebels, etc. À mon avis, quand ils vont sortir les Star Wars Story et compagnie, et puis qu'on va découvrir des personnages de la nouvelle trilogie, ils vont composer des romans autour de tout ça, et puis on sera très content, mais ils peuvent pas nous les annoncer pour l'instant. C'est comme aussi j'avais dit, je crois il y a très longtemps, enfin peut-être pas aussi longtemps que ça, mais c'est vrai que malheureusement ils vont sortir tellement de films en ce moment que les romans n'ont pas aussi autant d'impact qu'ils auraient pu l'avoir avant. C'est des histoires qui approfondissent, il se passe des choses, mais c'est vrai que pour l'instant, t'as aucun roman qui aura l'impact d'un New Order Jedi, par exemple. Où t'as vraiment des... parce que c'est le genre d'histoires qui sont tellement impressionnantes
peut-être qu'ils pourront les réserver pour des romans, pour les films. Bah oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Donc c'est vrai que les romans, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'impact. Il faudrait vraiment, ce qui serait intéressant, c'est que ce que j'avais entendu dans un autre podcast, c'est que le plus intéressant, c'est pas de porter un roman des films dans un roman, ça serait de porter un personnage des romans dans les films. Ouais. Par exemple, des romans dont on a fait connaissance, par exemple là, que ce soit même n'importe quel roman qu'on a eu là récemment, ça serait intéressant justement de voir apparaître un de ces personnages-là dans les films. Ouais, sauf qu'à mon avis, c'est plus, vous utilisez ce personnage parce qu'il apparaît dans le film. Bon, t'as raison, Henri, on va gueuler, ils font chier de faire des films, alors que du coup, ça nous fait des moins bonnes sagas en réalité, quoi. Bah, c'est vrai que moi qui suis très littéraire, qui suis littéraire naturellement, mais encore, qui aime beaucoup l'univers littéraire de Star Wars, c'est vrai que de se retrouver avec des romans qui n'ont pas d'impact comme avant, c'est vrai que, j'ai pas tellement d'anticipation. Je les lis avec un intérêt, mais c'est vrai que j'ai pas... Bon, en même temps, moi, je préfère cette situation actuelle qu'avant où tout ce qu'on avait, c'était les romans, quoi. C'est quand même mieux, quand même, non? Oui. Si, c'est un petit oui, quand même. Comme je t'ai dit, j'ai tellement vécu avec l'univers littéraire de Star Wars que c'est vrai que j'ai du mal pour l'instant. C'est vrai qu'on sait rien tellement de comment va se présenter les spin-offs. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'attends d'en voir plus. Ouais, puis je suis sûr qu'on va avoir du roman sur le spin-off, etc. Sûrement, ouais. Donc voilà, moi écoute, en tout cas, je vais apprécier de lire tous ces petits romans entre les films pour nous faire patienter. Je pense que voilà, moi je suis très impatient, donc vous avez bien compris, donc si vous nous écoutez, n'hésitez pas, donc pour résumer, à acheter, donc si vous ne l'avez pas déjà fait, le Star Wars tome 1, le Dark Vador tome 1, également le Kanan, donc si vous êtes fan de Star Wars Rebels, et puis en ce qui concerne les romans, donc on vous conseille surtout donc le Tarkin, le Lord of the Sith, et puis notre roman avec Dark Disciple avec Queen Lanvos et Asajj Ventress, voilà. Mais du coup nous allons pouvoir conclure l'émission. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur sur ces romans, si vous avez peut-être déjà lu, si vous envisagez de les acheter, vous avez d'autres questions. Vous pouvez aussi donc nous contacter donc par email à studio@starwars.direct sur l'article de l'épisode, sur notre site Star Wars en direct, ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter et notre chaîne YouTube. De la part donc alors Henri, oui, si tu pouvais nous préciser comment tu pouvais être joint. Alors plusieurs solutions comme d'habitude, sur Facebook à Henri Levental, sur Twitter à l'usager Dalsk, ou bien sur le site de cinéma que j'ai créé qui s'appelle Breaking News. Voilà, de mon côté donc ce sera sur le Facebook Tom and Roses, ou sur même sur le Facebook de Star Wars en direct, je réponds également, ou sur le site de Star Wars en direct. Enfin, nous tenons à remercier les partenaires, donc Mint Inbox, Star Wars Sonolette, siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Le Réveil des Fans et Radio H2O. Donc de la part de Henri et moi-même, au revoir.